Alors, je tiens à préciser que la conférence est rendue possible grâce à un soutien éducatif de la part d'Astellas. Puis on aimerait remercier également nos donateurs, nos partenaires Jensen, qui ont également fait en sorte que cette conférence-ci ait lieu. Alors, quelques rappels avant de commencer. Entre-temps, vous avez tous reçu un sondage, vous avez reçu des crayons. Prenez le temps de prendre vos questions en note, parce qu'à la fin de la conférence, à la fin de la présentation d'Isabelle Huot, on va avoir un 30 minutes, une période de questions. Et puis, pour ceux qui nous suivent via Internet, vous pouvez vous soumettre vos questions en français ou en anglais. Vous avez juste à appuyer sur le bouton « Questions », puis à ce moment-là, les taper, et nous, on va les recevoir, puis on va pouvoir les lire durant la période de questions. Juste avant de débuter, j'aimerais quand même présenter Procure, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, Procure, c'est le seul organisme à l'échelle provinciale qui est entièrement dédié au cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et le soutien. Excusez, mes feuilles viennent de tomber. Alors, on a 3 axes à notre mission, comme je viens de le mentionner. Au niveau de l'information et du soutien, je pense que j'aimerais préciser qu'on a une ligne 1855 qui est gratuite. On a des infirmières qui sont spécialisées en uro-oncologie. Alors, lorsqu'on reçoit des appels de patients, que ce soit lors d'un diagnostic ou lorsqu'ils commencent un traitement ou lorsqu'ils ont des effets secondaires, bien, ils peuvent parler directement à une professionnelle de la santé qui est spécialisée dans ce domaine-là. Évidemment, on a nos conférences Procure, comme celle d'aujourd'hui. On en tient 2 par année. La prochaine va avoir lieu à Québec. Et à la fin de la conférence, je vous dirai à ce moment-là qui est la conférencière et quel sera le sujet. On a maintenant une nouvelle initiative qui s'appelle Webinaire. On en a 2 par année. Le prochain s'en vient le 24 mai. Je pourrai en parler justement à la fin de la présentation d'Isabelle Huot. Au niveau de la recherche, on a une biobanque. Une biobanque, c'est vraiment une collection ou l'hébergement d'échantillons, soit de tissus prostatiques ou toutes sortes d'échantillons qu'on peut mettre au profit des chercheurs dans des projets de recherche qui sont fondamentaux ou cliniques. Et ça peut être à l'échelle provinciale, nationale ou internationale. Quand on parle de sensibilisation, on a justement la marche du courage et le tour du courage qui s'en viennent au mois de juin. En l'occurrence, la marche du courage, qui est vraiment une célébration de la vie, c'est vraiment une fête qui a lieu au Lac des Castors avec lunch d'inclus. Tout le monde se rassemble, il y a de la musique, il y a un DJ, il y a des prix à gagner. Alors, c'est très, très, très festif. Puis on se demande peut-être pourquoi Procure est là, puis pourquoi on investit tant dans la recherche, pourquoi on fait des conférences, pourquoi on sensibilise les gens. Bien, c'est parce qu'il y a 12 hommes qui reçoivent un diagnostic tous les jours, 12 Québécois tous les jours, ce qui en fait 4800 par année. Il y en a quand même 880 qui en décèdent à chaque année. Puis justement, la recherche qu'on fait, dans laquelle on investit par le biais de notre biobanque, c'est pour trouver des meilleurs traitements, les personnaliser, puis faire en sorte à ce moment-là qu'ils ne décèdent pas de cette maladie-là. C'est la cause la plus commune du cancer chez l'homme, que ce soit au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, c'est vraiment le cancer numéro 1. Puis évidemment, on connaît tous quelqu'un qui pourrait être à risque. On a tous des oncles, des pères, des frères, des fils. Alors, ça touche sensiblement tout le monde. C'est un cancer qui évolue très lentement puis qui est guérissable lorsqu'il est détecté tôt. De là, le pourquoi du dépistage chez les hommes d'âge mûr. Puis c'est un cancer qui va être guérissable à 100%, évidemment, s'il ne s'est pas propagé à l'extérieur de la capsule prostatique. La majorité des cancers de la prostate sont découverts lors d'un examen de routine médical. À ce moment-là, on va faire une prise de sang, puis c'est comme ça qu'on va apprendre si on l'a, oui ou non. Puis il n'y a pas de symptômes, ou en fait, très, très peu. Et ça, c'est à travers les 4 stades de la maladie. Ce n'est pas juste au début. Alors, on peut avoir un cancer avancé sans symptômes. On établit des facteurs de risque. Alors, il y a l'âge. On sait que les risques augmentent avec l'âge, passé 60 ans. Mais remarquez que je vous dirais que 50% de notre cohorte de patients qu'on a chez Procure, donc ceux qui appellent à la ligne 1855, puis on en a pas loin de à peu près 600-700, 50% se situent entre 50 et 59 ans. Et après ça, ça va de 60 à 67 ans. Il
Il y a l'historique familial, vous en avez dans votre famille. Alors, de père, grand-père, frère, vous êtes définitivement à risque. S'il y a des cancers de l'ovaire, des cancers du sein dans la famille, vous êtes également à risque. Mutation génétique, on connaît tous Angelina Jolie, qui, elle, a eu une double mastectomie. Elle était porteur d'un gène. Sa mère était décédée à l'âge de 50 ans. Mais il y a également ce gène-là qui existe chez l'homme. Alors, à partir du moment qu'on a une situation, une cause génétique dans la famille de cancer, on va prendre la peine d'aller se faire dépister, même si c'est du côté des femmes, du côté maternel comme tel. Il y a l'origine raciale. On a remarqué que les cancers de la prostate étaient beaucoup plus prévalents et plus agressifs chez les hommes de race noire, les Afro-Américains, les Antillais. Et on commence à comprendre maintenant que c'est génétique. Au départ, on disait qu'ils ont une carence en vitamine D, ils ont un taux de testostérone extrêmement élevé, mais on s'enligne de plus en plus avec la recherche vers justement un gène qui serait transmis justement de génération en génération. Il y a la géographie. Alors, on sait que les hommes qui viennent des pays d'Asie, que ce soit du Japon, de la Chine, ils ont une diète complètement différente de celle des pays occidentaux. Alors, ils ont une diète qui va être riche en poissons, qui va être pauvre en matières grasses. Puis, on commence à vraiment voir la différence. Ils ont un taux de cancer le moins élevé au monde, lorsqu'on parle du Japon et ces pays-là, le moins élevé au monde. Mais lorsqu'on prend un Asiatique puis qu'on le transpose en Occident, en dedans d'une génération, son facteur de risque va être égal au nôtre. Autre facteur de risque, on parle de plus en plus de diète, poids, nutrition, sédentarité, les aliments riches en graisse, transformés, viande rouge, malbouffe, carence en vitamine D. Puis les études commencent à démontrer un lien direct. Alors, il peut y avoir un lien de cause à effet. Ce qui ressort le plus en ce moment, c'est vraiment le lien entre l'agressivité du cancer au diagnostic et les récidives. Et c'est pour ça, justement, qu'on a invité Isabelle Huot ce soir. C'est parce qu'on voulait focusser tout particulièrement sur ce facteur de risque-là. Alors, je vais donner ma place à Isabelle, mais avant, je vais la présenter adéquatement. Ah, du nœud papillon? Vous allez remarquer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en avant, nos bénévoles qui vous ont accueillis portaient le nœud papillon. Isabelle et moi portons le nœud papillon. Le nœud papillon, c'est l'emblème de la cause au Québec. C'est l'emblème du cancer de la prostate, mais pas juste le cancer de la prostate, c'est vraiment l'emblème de la cause de la campagne Novembre. Vous connaissez peut-être, en fait, Procure par le biais de la campagne Novembre et du nœud papillon. Ça a lieu au mois de novembre. C'est Philippe Dubuc qui est le designer derrière le nœud papillon. Et c'est probablement la campagne phare, c'est la plus importante pour Procure et pour le cancer de la prostate. Puis on va dévoiler au cours des prochaines semaines, prochains mois, le nouveau nœud papillon. Vous allez pouvoir le voir. On va le dévoiler sur notre page Facebook, mais également sur notre site Internet. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Procure, mais qui connaissaient le nœud, vous pouvez maintenant faire un lien. Alors, juste une petite seconde, je vais présenter Isabelle en bonne et due forme. Je vais ramasser mes feuilles. Okay. Alors, docteur en nutrition, Isabelle est la référence en saine alimentation au Québec. Elle est auteure, chroniqueuse et conférencière. Et c'est également une femme d'affaires chevronnée. Se taillant une place de choix dans les médias pendant 15 ans, elle a fait le saut à l'entrepreneuriat en 2009, une première pour les nutritionnistes au Québec. Sa compagnie Kilo Solutions, que vous avez vue à l'entrée, puis elle vous en a parlé justement avant la conférence, offre une vaste gamme de prêt-à-manger santé, repas et collations, ainsi que des services mieux-être via une équipe d'experts, nutritionnistes, kinésiologues et psychologues spécialisés en comportement alimentaire. Alors, on va accueillir Isabelle Huot. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec vous avant la conférence.
Bonsoir à tout le monde à la maison, puisque j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Puis merci d'être là, il fait tellement beau, je veux dire, c'est tentant d'abandonner la soirée, puis une conférence en nutrition, on va aller se promener dehors. Bravo à Procure pour votre mission qui me rejoint beaucoup. Bravo Marie-Christine qui a travaillé tellement fort sur cette conférence-là, hein. Ça fait des mois et des mois qu'on en discute. Je suis vraiment contente d'être ici. Moi, j'ai un doctorat en épidémiologie, comme je vous disais, biostatistique, épidémiologie. J'aime lire des études, les interpréter. Je suis particulièrement intéressée par la prévention des maladies cardiovasculaires et des cancers. Donc, tout ce qui est promotion de la santé, ça me rejoint énormément. Je trouve qu'on n'investit pas beaucoup en prévention alors qu'on peut faire une différence tellement significative en bougeant puis en mangeant mieux. Fait que c'est la mission que je me suis donnée à travers mes tribunes médiatiques. Je suis encore présente dans le Journal de Montréal. Je dis encore parce que j'ai lancé ma compagnie en me disant « Ah, dans les médias, on est toujours sur un siège éjectable, donc mieux vaut bâtir mon avenir avec ma compagnie. » Et puis finalement, bien, je suis encore pas mal dans les médias. Je suis à Salut Bonjour, je suis dans le Journal de Montréal, dans le magazine Bel Âge. J'ai plusieurs rubriques et chroniques à la radio, Radio-Canada, entre autres, Rouge FM et compagnie. Le cancer, ça me touche beaucoup. Ma mère est décédée très rapidement d'un cancer des voies biliaires. Un cancer très, très rare. Fait que je suis contente de parler de cancer de la prostate parce que on a tellement de données, on parle de prévention, on a plein d'études. Le cancer du sein aussi, c'est très prometteur. Le cancer de ma mère des voies biliaires, c'est un cancer extrêmement rare. Il n'y avait aucune chimio, il n'y avait aucun traitement possible. Fait que quand on l'a appris, on a carrément dit, bien, madame, allez faire votre testament, il vous reste 2 mois à vivre. Une petite femme de 5 pieds, 100 livres, super en forme, vraiment, on est tous tombés à terre quand on a vu ça. Et c'est un petit peu la révolte aussi de te dire, hey, il n'y a pas de ressources, ça se peut pas. Fait que c'est pour ça que je regarde Procure, je suis emballée parce que pour le cancer des voies biliaires, il n'y avait aucune ressource ni traitement. Fait que j'ai convaincu ma mère d'aller quand même en chimio, puis il n'y avait même pas de chimio pour ce cancer-là spécifique. Fait qu'on a fait un cancer, on a fait une chimio pour le cancer du côlon, en fait, qui n'a pas fonctionné du tout. Mais voilà, fait que ça me touche. Fait que je suis très, très contente d'être ici. Vous parlez nutrition et prévention. Donc, comment va se dérouler la conférence? Environ 1 heure de contenu, 1 heure, 1h15. Après ça, bien, je suis très ouverte à toutes les questions. Encore une fois, si les questions débordent du cancer, il n'y a aucun problème. Comme je vous disais, je suis généraliste, donc toute question qui est reliée cholestérol, diabète, obésité, les mythes alimentaires, il y a tellement d'informations qui circulent un petit peu partout sur le web, puis on ne sait plus qui croire. Je ne sais pas si ça vous arrive de... Vous êtes à la recherche d'informations, évidemment, on est tous docteur Google. On s'en va sur Google, bon, on met tel symptôme et puis on trouve plein d'informations. Faites attention, qui a rédigé l'article? C'est un expert? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un nutritionniste? C'est important de valider les sources, surtout si vous êtes atteint d'un cancer ce soir, que vous êtes ici, vous nous écoutez. C'est très facile d'aller dans toutes sortes de thérapies qui n'ont pas de preuves scientifiques. Fait que fiez-vous encore une fois aux experts avant d'adopter certaines pratiques. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder brièvement des statistiques sur le cancer. On va parler de prévention générale, donc prévention de toute forme de cancer, parce qu'on sait que c'est rendu la première cause de mortalité. Il y a 30 ans, c'était les maladies cardiovasculaires. Maintenant, on a tellement travaillé les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, le cholestérol, le diabète, la gestion de la glycémie, l'hypertension, l'obésité, que les facteurs de risque, en fait, sont tellement modifiables qu'on a diminué de beaucoup l'incidence, la prévalence des maladies cardiovasculaires. Et maintenant, bien, on s'attaque au cancer. On va parler, bon, évidemment, cancer de la prostate. On va parler qu'est-ce qu'on fait nutrition pendant un traitement, parce que, bon, il y a tous les effets secondaires qui sont reliés à la chimio, radiothérapie, hormonothérapie. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas faim, nausées, vieillissement et ainsi de suite. Puis après un cancer, là, j'ai discuté avec quelques personnes qui sont en rémission. Hein, là, si on veut diminuer le risque de récidive, quel comportement on adopte si on veut prolonger la rémission? Alors, on a des statistiques quand même assez récentes. Regardez, 2017 au Canada, grosso modo, l'incidence des cancers, 206 000, là, grosso modo, 206 000 nouveaux cas de cancer au pays annuellement.
Si on regarde, j'imagine que vous ne voyez pas derrière les statistiques, si on voit le cancer de la prostate, évidemment, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, 20,7, grosso modo, 21% des nouveaux cas de cancer de la prostate. Chez la femme, aussi un cancer hormonodépendant, c'est le cancer du sein, avec 25,5% des nouveaux cas de cancer. Deuxième cancer chez l'homme, côlon, avec presque 15% des nouveaux cas. Chez la femme, le poumon. Et ensuite, bien, poumon chez l'homme, cancer du côlon chez la femme, vient l'utérus et compagnie. Fait qu'on voit que beaucoup les cancers hormonodépendants, le poumon, qui est en lien direct avec la consommation de tabac, le lien est clairement établi. Reste à voir si le cannabis va aussi augmenter le risque de cancer du côlon. On en saura plus quand la loi sera passée. Regardez au niveau des décès maintenant. Quand on regarde au niveau des décès, bien, c'est pas, même si la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, ce n'est pas la première cause de décès. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions, on a des bons traitements, on fait un diagnostic précoce, Marie-Christine en parlait tout à l'heure, où on a vraiment un meilleur diagnostic. Quand on se retrouve avec des types de cancers comme celui de ma mère, où justement on diagnostique alors qu'il y a des métastases partout, c'est certain que le pronostic est moins bon. Est-ce que c'est possible de prévenir l'apparition d'un cancer? En fait, pas complètement. Ce qu'on peut faire, c'est diminuer son risque de contracter un cancer. La plupart des cancers, du moins. Parce qu'il y en a qui ont très, très peu d'études, le cancer du cerveau, entre autres, où c'est difficile de faire des corrélations entre des facteurs de risque et l'incidence de certains cancers. Le cancer, c'est donc multifactoriel, des facteurs individuels, des facteurs de comportement, des facteurs environnementaux. On voit les pesticides, notamment chez les cultivateurs qui épandent les pesticides, ça augmente le cancer, les risques de cancer aussi. Prédisposition génétique, Marie-Christine en a parlé en début de conférence un petit peu, donc 10% environ des cas de cancer. Et tous les facteurs externes, 40% des cancers, le tabagisme, l'alcool, on va revenir sur chacun d'entre eux. La sédentarité, l'importance de l'activité physique, on va revenir là-dessus. Ce n'est pas juste pour maintenir un poids santé, c'est extrêmement efficace pour diminuer le risque de cancer aussi. Tout ce qui est alimentation déséquilibrée, l'exposition au soleil, on le sait, avec le cancer de la peau, et les pesticides, on a moins de liens avec la population, mais vraiment chez les personnes qui vont épandre les pesticides. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 40% des cancers qui sont liés à des comportements modifiables. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on a un pouvoir sur notre santé de réduire considérablement son risque de cancer. Et juste la nutrition, et mon collègue Richard Béliveau en parle, je vous invite à lire ses chroniques dans le Journal de Montréal tous les lundis, c'est hyper intéressant. Il parle presque exclusivement de cancer, en fait, puis 30% des cas de cancer pourraient être évités grâce à la prévention nutritionnelle, ce qu'on met dans son assiette. Donc, quand on parle de prévention, c'est quoi? C'est de privilégier les comportements qui nous protègent, les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, de bouger davantage, et d'éviter les comportements à risque, donc les comportements qui augmentent notre risque de cancer. On a une super de belle étude qui a été publiée dans une étude très renommée au Royaume-Uni, donc en Angleterre, où on a vraiment établi le pourcentage du risque attribuable à l'alcool. On a dit, OK, en prévention, on a des facteurs alimentaires qui sont importants. Quels sont les cancers qui sont attribués à l'alcool? 4% des cas de cancer sont reliés à une consommation abusive d'alcool. La faible consommation de fruits et légumes, 4,7%. Il y a une étude à Radio-Canada qui est sortie aujourd'hui, justement, où on disait que si tous les Canadiens consommaient 10 portions de fruits et légumes par jour, on préviendrait tellement de cas de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de cancer. Puis, savez-vous qu'il y a 80% des Québécois qui ne consomment pas les 5 portions de fruits et légumes recommandées? On n'en mange pas suffisamment de fruits et de légumes. Si vous avez un conseil à retenir aujourd'hui, c'est manger plus de fruits, mais surtout plus de légumes. Parce que dans les fruits, on a du sucre, puis on va revenir là-dessus. Viande rouge ou transformée, fait que tout ce qui est charcuterie, saucisses et compagnie,
2,7 des cas de cancer. La faible consommation de fibres aussi, on sait qu'il y a un lien avec le cancer du côlon. Ça expliquerait 1,5 à peu près des cas de cancer. Le sel. Tu sais, on parlait des Japonais en début de conférence. Oui, les Japonais, les populations asiatiques ont des facteurs de protection dans leur alimentation. Le matcha, le thé vert, le soya notamment, l'apport calorique global, hein, ils mangent moins que les Nord-Américains, mais ils consomment énormément de sel. Et le sel est relié au cancer de l'estomac. Surpoids, obésité, regardez quand même une fraction qui est quand même importante. Donc, maintenir, on parlait du diabète tout à l'heure, d'atteindre et de maintenir un poids santé, c'est la clé. C'est vraiment, vraiment la clé. Richard Béliveau, c'est mon ami, et puis il me dit souvent, Isabelle, on devrait tous avoir un IMC de 22. Hein? Le poids santé, on parle de 20 à 25. Il dit dans les études épidémiologiques, les gens qui sont minces, parce que 22, c'est même plus le poids santé, c'est carrément être mince, bien, les gens minces ont beaucoup, beaucoup moins de cancer. Comment atteindre son poids santé? Bien, on va voir ça ensemble. Puis l'apport, l'activité physique insuffisante, 1 des cas de cancer aussi. Bref, dans cette étude qui regroupe plein d'études, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse où on regroupe plein de données, tout ce qui a été écrit sur la prévention du cancer, bien, il y a 20 des cas de cancer qui sont attribuables à des facteurs nutritionnels comparables au tabac. Alors, c'est quelque chose. Si on ne fume pas, si on bouge, si on mange bien, vraiment, on diminue ses risques et on diminue les risques de récidive aussi. Dans les facteurs de protection, on va revenir sur chacun d'eux, l'activité physique, fruits et légumes, les fibres, atteindre son poids santé. Les produits laitiers, on va en parler, il y a de la controverse autour des produits laitiers. Pourraient protéger contre le cancer du côlon, pourraient augmenter le risque de cancer de la prostate. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et l'allaitement va protéger la mère, en fait, contre le cancer du sein. Donc, diminuer le risque de cancer du sein en allaitant son nourrisson. L'activité physique, qui bouge ici 3 fois semaine et plus? Super. Est-ce qu'il y en a qui marchent chaque jour? Excellent. Ça, c'est la recommandation. On n'a pas besoin d'aller dans un gym nécessairement. Marcher tous les jours, ça peut faire une différence énorme. Si vous êtes capable d'avoir des intervalles d'intensité, des petits pics de course de 30 secondes, pas plus, juste pour augmenter la fréquence cardiaque, ça peut faire une nette différence sur la prévention de tous les types ou presque tous les types de cancers. Les données sont assez solides là-dessus, c'est vraiment intéressant. Là, on voit en cancer de la prostate, diminution du risque de 30 avec 20 minutes de marche par jour. Énorme. Fait que marcher, c'est excellent. Ça vaut vraiment la peine d'inclure l'activité physique dans vos habitudes de vie. Fruits et légumes, j'en parlais, d'avoir le 10 portions, ça a l'air compliqué, mais une portion, c'est une demi-tasse. Une journée, là, ça se fait très bien. Regardez, un fruit le matin, pas de jus. On sait que le jus, il y a 3 carrés de sucre par verre de jus, on aime mieux le fruit, on a des fibres. On va voir plus loin que les fibres ont un rôle sur la prévention du cancer aussi. Un fruit le matin, idéalement un fruit qui est riche en vitamine C. Donc, pour le système immunitaire, pour maximiser l'absorption du fer, des céréales, du gruau que vous allez manger, parce que plus loin, on va voir qu'on va diminuer notre consommation de viande. Là, on ne veut pas tomber anémique. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la vitamine C qui va maximiser l'absorption du fer de votre déjeuner. Les fruits riches en vitamine C, on a quoi? Kiwi, fraises, pamplemousse, orange, par exemple, apportent beaucoup de vitamine C. Donc, un fruit riche en vitamine C le matin et 2 autres fruits dans la journée. Idéalement, un autre fruit avec beaucoup d'antioxydants. Fait que si je vous dis ça, vous pensez à quel fruit? Ananas? Bleuet, absolument. Bleuet, framboise, goji, açaï, des petits fruits très riches. La pomme grenade, super bon. Ils vendent maintenant des arilles de pomme grenade, le petit grain congelé. Ça, c'est super pratique. Oui, c'est dans les fruits surgelés, le choix du président qui fait ça. C'est super intéressant parce que c'est un petit fruit qui a beaucoup d'antioxydants. En saison, les fruits locaux, c'est l'idéal. Sinon, congelé, c'est pratique. Ça permet d'avoir des petits fruits. Les cerises, très intéressant aussi. Donc, au moins un fruit riche en antioxydants.
tous les fruits apportent des antioxydants, mais les petits fruits en apportent davantage dans votre quotidien. Puis un troisième fruit dans votre journée. Ça peut être une pomme, on a des fibres solubles, on sait que les fibres sont intéressantes. Le message dans tout ça, c'est de mettre de la variété. Plus vous mangez varié, mieux c'est. 1, parce qu'on n'a jamais les mêmes nutriments dans les fruits, dans les légumes. 2, il faut aller chercher de la couleur. Chaque couleur a des pigments qui expliquent la couleur. Par exemple, la tomate, c'est le rouge, c'est le lycopène qu'on va trouver aussi dans le melon d'eau. Donc, allez chercher de la couleur dans vos menus, le plus de couleurs possible. Ça, c'est un comportement préventif aussi. Fait que là, on a nos 3 fruits dans notre journée. Fait que, idéalement, vous auriez 7 légumes. On parle de 5, mais 7, c'est encore mieux. 7 légumes, ça a l'air beaucoup. Mais mon truc, c'est la moitié de votre assiette le midi en légumes et la moitié de votre assiette le soir en légumes. Si vous prenez 2 tasses de légumes midi et soir, vous lavez votre portion. Ou des entrées avec des légumes, des soupes minestrone, des soupes aux tomates, une entrée de légumes au restaurant. Ça permet de consommer davantage de légumes. Sinon, on peut faire des smoothies, on met du kale dedans. Hein, on peut mettre une banane aussi parce que l'amertume du kale, c'est pas tout le monde qui aime ça. Fait que le fait de manger plus de légumes, pensez à un légume vert par jour, les légumes verts feuillus. Il y a énormément de composantes qu'on appelle des sulforaphanes, des indoles, qui ont des propriétés anticancérigènes aussi. Qui mange ici 5 portions de légumes par jour? Ah, mais quand même. Puis ceux qui ne le font pas, vous n'aimez pas les légumes? Hein, mais ça passe bien en potage quand même. Ou quand vous mangez des pâtes, mettez-vous 2 tasses de brocoli dedans, ajoutez du rapini, essayez des nouveaux légumes, essayez des nouveaux fruits. Ça aussi, ça fait partie de la santé. Ah, les fibres alimentaires. Les fibres ont un lien protecteur pour le cancer de la prostate, cancer du côlon et cancer du sein. Et vous savez qu'on consomme en moyenne 15 grammes de fibres par jour au Québec. Les recommandations sont de 25 à 38 grammes. Alors, des fibres, ça en prend plus, mais c'est sûr que si on prend du pain blanc, c'est difficile d'aller chercher ces fibres. Où on va aller chercher les fibres? Tous les produits céréaliers à grains entiers. Du pain de grains entiers. Ce n'est pas parce que c'est multigrain que c'est du grain entier. Du grain entier, c'est du 100% grain entier qu'on veut. On veut de la farine intégrale. On ne veut pas un mix de farine blanche et farine intégrale. On veut 100% intégrale. Puis dans les grains variés, allez chercher de l'épaule, allez chercher du quinoa, allez chercher du camus. Du blé entier, c'est correct, mais il faut varier. Il faut vraiment, vraiment varier. Les fibres, on va chercher où? Les légumineuses. Aimez-vous ça, des légumineuses? Des pois chiches, des fèves rouges, des lentilles. Vous n'aimez pas? Hey, c'est tellement, tellement bon. Parce que là, je m'en viens vers manger moins de viande, manger plus de végétaux. Il va falloir aimer les légumineuses. Et on s'habitue à les digérer. C'est sûr qu'au début, on ballonne. Hein? On n'est pas habitué. Plus on en mange, mieux on les digère. Puis avec des probiotiques, on les digère bien. On va revenir sur les probiotiques aussi. Fait que les légumineuses, moi, je conseille vraiment de faire comme au moins 1 à 2 repas sans viande par semaine. Un chili, un curry de pois chiches, un sauté de tofu. On va parler du soya tantôt. C'est extrêmement bénéfique, le soya, en prévention de plein de types de cancers. La fève edamame, qui est extraordinaire, super concentrée en isoflavone, qui est un phytoestrogène qui peut réduire le risque de cancer de la prostate aussi. Fait qu'augmenter les fibres, c'est bon non seulement pour la prévention du cancer, c'est bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le diabète, mais ça, on en discutait tout à l'heure, réguler la glycémie. Les fibres, c'est excellent. Et savez-vous quoi? En plus, les fibres vont nourrir notre intestin. Ce sont des prébiotiques. Un prébiotique, c'est l'aliment du probiotique. On sait qu'il faut prendre des probiotiques, mais il faut prendre des prés qui vont nourrir nos pros. Fait que les fibres, c'est des prébiotiques, c'est excellent. Atteindre un poids santé, c'est la base. Ça, là, vous dites, bon, je veux réduire mon risque, de récidive, il faut que j'atteigne mon poids santé. Et comment j'atteins mon poids santé? Il y a beau avoir toutes sortes de théories en circulation, quand on mange trop de calories ou quand on boit trop de calories, parce que les calories liquides ne soutiennent pas comme les calories solides. Bien, si je bois ou je consomme trop de calories, évidemment, la balance énergétique est positive et je suis en excès. Si je suis en excès, je gagne du poids. Dépenses énergétiques. On l'a vu, l'activité physique,
Le métabolisme de base. En ce moment-là, vous ne bougez pas, mais vous brûlez des calories. Vous respirez, votre cœur fonctionne. Donc, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base, les calories que vous dépensez au repos. Le métabolisme varie selon, si vous avez fait beaucoup de régimes dans votre vie, le métabolisme va chuter. Si vous êtes à la ménopause, le métabolisme va diminuer d'à peu près 200 calories par jour, ce qui cause un gain de poids. L'hormonothérapie va causer un gain de poids aussi en général. L'activité physique va augmenter la dépense de sorte qu'on a un niveau qui est stable, on ne gagne pas de poids, on ne perd pas de poids. Si je veux perdre du poids, bien là, je dois augmenter ma dépense énergétique ou réduire mon apport énergétique. Les besoins énergétiques, autour de 2000 calories. 1900 pour un homme, 2300 pour une femme, ça c'est au maintien. Si vous êtes en chimio, en radio, on va voir ça plus loin. Des fois, c'est difficile parce qu'il y a peu d'appétit. Et quand il y a peu d'appétit, on a tendance à perdre du poids. Fait que là, il faut aller chercher des compléments nutritionnels. Est-ce qu'il y en a qui se pèsent tous les jours? Juste vous? Parfait. D'habitude, toutes les mains se lèvent quand je parle de peser. Super! Il ne faut pas se peser. Notre technicien, il se pèse chaque jour. Non, c'est pas bon, ça. Il ne faut pas développer une obsession de la balance. Le poids varie énormément d'une journée à l'autre. Rétention d'eau. Il ne faut pas se peser chaque jour. Ça peut être décourageant. Une fois par semaine, ça suffit. Mesurez davantage votre tour de taille. Le tour de taille, 88 cm pour la femme, 102 pour l'homme, 35 pouces, 40 pouces. Au lieu de viser un poids, si vous avez du poids à perdre, essayez d'atteindre l'objectif du tour de taille parce que c'est quand le gras s'accumule autour des organes, c'est là où c'est problématique pour la santé. Fait que ça, c'est votre objectif. Et on le voit, les deux types d'obésité androïde-gynoïde, l'obésité pomme autour du tour de taille qui touche les femmes après la ménopause, qui touche les hommes aussi. Ça peut être plus problématique pour la santé parce que le gras est vraiment localisé au niveau des organes. Là, j'ai ma livre de gras. Une livre par semaine, c'est suffisant. Il ne faut pas embarquer dans des approches diététiques où on dit on va perdre 10 livres par semaine. Là. Ça ne marche pas. Une livre de gras, il faut que je sois en déficit énergétique de combien de calories? 3005, c'est excellent. C'est rare que quelqu'un a la réponse, bravo. 3500 calories. Il faut couper 500 calories par jour pour perdre une livre semaine. Puis regardez, une livre, c'est beaucoup, là. Une livre de beurre, c'est parfait, une livre par semaine. On ne veut pas perdre trop rapidement, on veut le maintenir, on veut modifier ses habitudes de vie. Donc, pour perdre ça, on coupe 500 calories dans le quotidien. Ou encore mieux, on coupe 300 calories. Et on bouge pour dépenser 200 calories. Votre marche de 30 minutes par jour, vous venez de dépenser 200 calories. Là, si vous êtes 3 petits pics d'intensité, vous avez brûlé 200 calories. Et on va aller couper 300 calories dans ce qu'on mange. Ici, 500 calories, ça représente quoi 500 calories? Regardez, un maïs à éclater au micro-ondes, extra basse, c'est 500 calories. Un quart de livre avec fromage, c'est 500 calories. Une grande frite, un cappuccino glacé, ça, c'est 500 calories. Des choses que vous mangez? Pas souvent. Ça, c'est 500 calories. C'est facile. J'enlève mon popcorn du soir, je viens d'enlever mon 500 calories. Tous les soirs, je perds une livre par semaine. Mieux manger, il faut planifier, il faut être organisé. Là, vous êtes ici, vous voulez adopter de meilleures habitudes de vie, vous voulez mieux manger. Bien, mieux manger, il faut avoir des choses dans le garde-manger. Il faut avoir des choses dans le congélo parce que si vous arrivez le soir et vous êtes fatigué, il faut qu'il y ait des choses d'accessible pour faire un repas rapide parce que sinon, c'est trop facile de prendre la voie de restauration rapide. Et ça passe par quoi? Bien, il y a des aliments qu'on garde en tout temps. Des conserves de pois chiches, des conserves de fèves rouges, du quinoa, des légumes surgelés, des fruits surgelés, des œufs. Les œufs, c'est extraordinaire. Une omelette, là, c'est vraiment un repas santé, là. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai à part ça? Du fromage. Du yogourt nature, je peux faire des vinaigrettes avec ça, je peux faire plein de choses avec ça. Et là, on peut improviser un repas en 15 minutes. Si vous avez fait mes livres de recettes, là, vous avez vu que mes recettes sont ultra rapides parce qu'on n'a pas le temps.
puis on est fatigué. Puis si on est en traitement d'un cancer, on est doublement fatigué. On n'a surtout pas envie de se lancer dans une préparation qui est longue et ardue. Il y a les paniers repas livrés à domicile aussi, ça peut être une solution. Miss Fresh, Cook It, vous recevez tout, vous cuisinez, vous n'avez pas à faire l'épicerie, fait que c'est moins fatigant et vous avez souvent une abondance de légumes. C'est moins écologique, mais honnêtement, pour 9 $ par personne, ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce qui manque le plus souvent au petit déjeuner? Un petit déjeuner équilibré, là, c'est quoi qui manque normalement? Il manque les protéines. Parce que souvent, le déjeuner, là, ça va être 2 toasts, genre confiture, café. Ça ne marche pas, c'est juste des glucides. On veut des protéines. Les dernières études montrent que quand on fractionne la part protéique dans la journée, 20 grammes le matin, 20 grammes le midi, 20 grammes le soir, on conserve beaucoup plus sa masse musculaire. Fait que c'est vraiment important d'avoir plus de protéines le matin. Et plus de protéines le matin, ça peut être du fromage cottage, s'il n'y a pas d'intolérance au lactose, une demi-tasse de cottage, ça peut être du yogourt grec, ça peut être une boisson de soya, on sait qu'on veut intégrer plus le soya. Qu'est-ce que ça peut être? Du tofu soyeux, si on se fait un smoothie. Donc, d'avoir un petit peu plus de protéines. Fait que le matin, vous avez votre fruit. Vous avez, j'aime beaucoup le gruyot, hein, un gruyot nature, pas de sucre à ajouter. Le gruyot, c'est très intéressant parce qu'on a des fibres solubles. Et les fibres solubles maîtrisent la glycémie aussi. Ça peut être du pain de grains entiers, beurre d'amande, beurre de graines de citrouille, les beurres de noix. Pas de confiture, on sait qu'on mange trop de sucre. Et produits laitiers ou substituts. J'aime beaucoup les substituts, surtout ceux à base de soya. Il y a une petite boisson de pois chiches qui est sortie aussi, qui a 10 grammes de protéines par tasse. Ça peut être intéressant. Je l'ai découverte à l'expo Manger Santé. Puis une source de protéines. Avec tout ça, ça peut être du café, mais le thé vert, j'aime beaucoup le thé. Le thé, on a des catéchines, on parlait du thé matcha ensemble tantôt, qui est un thé vert japonais avec une petite mousse très, très amère. Hein? L'amertume est gage de santé. Quand un aliment est amer, le chou kale, le chocolat très, très riche en cacao, là, 99 % de cacao, le thé vert, ça veut dire qu'il y a des composantes bénéfiques à l'intérieur, des composantes qu'on appelle phytochimiques. Fait que du thé vert, si vous aimez ça, super, c'est très santé. Si vous déjeunez sur le pouce, regardez l'exemple en haut, brioche à la cannelle, chai latte, regardez la quantité de tranches de pain de carré de beurre dans un déjeuner qui contient 2 items. Hey, ça monte vite. Hein? Non seulement c'est la moitié des calories de la journée, mais vous avez beaucoup de glucides. Et les glucides, on en mange trop. Il y a même des études préliminaires qui ont démontré qu'on devrait réduire son apport en glucides pour avoir un meilleur pronostic. Et en bas, regardez, déjeuner plus équilibré, 100% grains entiers, j'ai mon œuf, j'ai du yogourt grec et je remplacerai le jus par des fruits, ça sera encore mieux. Hein? Puis regardez, je troque la quantité de beurre et de pain, beaucoup moins de glucides pour la personne diabétique qui me parlait tantôt, c'est un meilleur choix évidemment. Un bagel, pas mauvais, mais quand même, 4 tranches de pain, on y pense, ça fait beaucoup de glucides. C'est rare que c'est du grain entier, donc c'est peut-être pas le meilleur choix non plus. Sont belles les diapos, vous avez bien travaillé. le muffin, gros muffin, hey, si vous prenez un muffin au bleuet, est-ce que ça compte pour vos antioxydants? Non, parce que dans le muffin au bleuet, ça compte pas, vous avez 4 tranches de pain, 5 carrés de beurre, et c'est comme un gâteau, hein? Fait que ça, évidemment, ça fait grimper la glycémie, trop de sucre. Regardez 2 déjeuners côte à côte. Le muffin, avec ça, c'est pas un café latte régulier, là. C'est un café mochaccino. Mochaccino. 20 onces, 1000 calories. Là, j'ai une tasse beurre d'arachide, des céréales. Qui peut me nommer des bonnes céréales à déjeuner? Des fibres. Des fibres. Fibre 1, oui. All brown? Brown buds. Muesli. Muesli, c'est beaucoup de sucre à cause des fruits séchés. Shredded wheat, Weetabix, c'est pas mal les meilleurs choix. Hey, les shredded wheat, on lit la liste d'ingrédients, là. Blé entier, point. Il n'y a rien là-dedans, si on adore ça. Shredded wheat et Weetabix, c'est pas mal les meilleurs choix, mais il faut aimer un peu
du gazon. Pas du gazon, mais comment on dit ça? C'est cartonné un peu. Regarde, c'est pas le meilleur au goût, mais si on veut une céréale, pas de sucre, beaucoup de fibres. Sinon, les compromis, des Cheerios, ils manquent de fibres, mais ils ne sont pas sucrés. Alors, on dit compromis, manque de fibres. Qu'est-ce que je fais? Je m'ajoute de la graine de lin, je m'ajoute de la graine de chia. Là, je m'en vais bonifier en fibres, puis j'ajoute pas de sucre. Fait qu'on peut faire ça aussi. Ou, moi, j'adore le gruyot overnight. Connaissez-vous ça? Gruyot overnight. Ça, vous prenez une demi-tasse de flocons d'avoine avec une demi-tasse de boisson de soya ou lait et vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de chia là-dedans. Vous brassez ça dans un pot maçon, frigo. Le lendemain matin, vous mangez votre gruyot sans cuisson. OK? Le flocon d'avoine a cuit dans le lait, là. C'est savoureux. Vous mettez vos petits fruits là-dessus. Si vous voulez ça plus crémeux, vous mettez du yogourt grec. C'est excellent. Vous avez tout là-dedans. C'est votre déjeuner. Vous pouvez partir, manger ça au bureau. C'est vraiment, vraiment bon. À Salut Bonjour, mercredi, je vais en faire un. Fait que vous regarderez ma chronique à 7h30. Fait que céréales, une petite coupe de fruits, voilà un petit déjeuner équilibré. Et voyez-vous, j'épargne la moitié de mon 500 calories qu'il fallait couper tantôt, je l'épargne. Pour le lunch, qu'est-ce qui manque? La même affaire. Il manque nos protéines. On n'a pas assez de protéines le midi. Et là, qu'est-ce que vous mettez dans votre sandwich? J'aime moins ça. Pourquoi? Parce que les charcuteries ont un lien avec le cancer, augmentent. L'OMS a émis un avis en disant « Oh, viande rouge, potentiellement cancérigène, charcuterie, cancérigène. » Pourquoi? Parce qu'on a des nitrites à l'intérieur et les nitrites se transforment en nitrosamines qui sont cancérigènes. Fait que c'est pas de ne pas en manger, c'est de réduire sa fréquence de consommation. Si j'en mange des charcuteries une fois semaine, c'est correct. Si j'en mange tous les midis un sandwich au jambon, c'est trop. Maintenant, on a des compagnies qui ont lancé des viandes sans nitrite. Je pense aux viandes biologiques de Charlevoix. Ils ont un jambon blanc bio, il n'y a pas de nitrite, mais il y a du sel de céleri. Parce que ce qui est une source de nitrate, qui se transforme aussi en nitrosamine. Parce que si on ne met pas de nitrite ou de sel de céleri, bien le jambon, il change de couleur. Les nitrites, c'est un conservateur. Donc, pour qu'on garde le produit en tablette plus longtemps, on a besoin de nitrite. Il y a des nouveautés. J'ai reçu aujourd'hui même, les aliments du Breton ont lancé des charcuteries, pas de nitrite, pas de sel de céleri. Olimel a lancé une gamme aussi. Ils ont travaillé pendant 2 ans en recherche et développement pour lancer des charcuteries avec des antioxydants qui remplacent les nitrites. Fait qu'on en est là en recherche et développement. Les charcuteries maintenant deviennent plus saines. Les listes d'ingrédients, au lieu d'être cachées derrière, sont sur le dessus. Alors, on peut le lire et dire, bon, bien là, j'aime mieux ça, un produit qui a un clean label. Hein. Les listes d'ingrédients, quand vous achetez un produit en épicerie, là, regardez pas les calories, regardez la liste d'ingrédients. Qu'est-ce que j'ai dans mon produit? J'ai-tu 10 additifs alimentaires? Les additifs, là, Santé Canada permet 550 additifs. On ne peut pas vous dire aujourd'hui que les additifs sont cancérigènes. Ce qu'on n'a pas étudié, c'est que si chaque additif pris isolément n'est pas cancérigène aux doses qu'on consomme, qu'est-ce qui se passe quand on les met tous ensemble? C'est quoi la synergie des additifs quand on les regroupe? Ça, on ne sait pas. Et moi, je m'en inquiète. Hein? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, j'ai des données là-dessus. Moi, tout ce que je vous dis, c'est manger des aliments aux listes d'ingrédients épurés. Le moins d'additifs possible. Si vous achetez une barre tendre, vous ne la faites pas maison, prenez la barre dont la liste d'ingrédients se rapproche le plus d'une barre tendre que vous feriez à la maison. Hein? Fait que ça, c'est bien, bien important. Pour en revenir au lunch, on veut des protéines. On veut pas trop de charcuterie. Alors, on met quoi dans notre sandwich, dans notre salade? Du poulet, du poisson, super, boîte de thon, saumon, une canne de sardines. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime ça, c'est excellent. Du poisson, on devrait en manger 3 fois semaine. On en mange 1 fois semaine. Faites cuire plus de poitrine de poulet. Utilisez du poulet pour votre sandwich le lendemain ou votre salade. Tofu, excellent. Tartinade de tofu, ça peut être excellent. Une salade de pois chiches, salade d'edamame. Variez vos lunchs. Prenez surtout pas ça. Ça, c'est clair que ce n'est pas le meilleur lunch.
Emma, tu m'apporterais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Donc, dans ce choix, y en a-tu qui ont mangé ça au cours du dernier mois? Hey, vous êtes trop sages. Ah oui, enfin, une main qui se lève. 2 mains, super. Ça, ici, j'ai 14 tranches de pain puis 16 carrés de beurre. C'est énorme. Imaginez si j'ajoute un chausson. Hey, là, quand même. Et c'est ça. Fait qu'on s'entend que ça, c'est pas le meilleur choix. Beaucoup de gras. Et trop de gras est relié aussi au cancer, surtout des mauvais gras. Merci. Emma, c'est ma super stagiaire de France. Bonjour, Emma. Voilà. OK. Alors, ça, non. Et ça, surtout ne pas manger, Emma, ce baril pendant ton séjour à Montréal. Alors, dans le baril, bien, regardez, ça n'a pas de sens. Ça équivaut à ça, 6 000 calories. Pas besoin de vous dire que c'est beaucoup de mauvais gras, que mon ami Thierry Darès, qui est allé dans les cuisines pour voir comment la sauce était préparée, n'avait pas de bons mots sur la sauce, mais je ne suis pas là pour descendre une compagnie. Dans chaque restaurant, il y a des meilleurs choix. Moi, je suis toujours sur la route. J'arrête chez Tim Hortons, j'arrête chez McDo. Je vais prendre la salade, je vais prendre le wrap. Je vais prendre les bons choix parce que j'ai pris la décision de bien manger. C'est facile pour moi, peu importe où je suis. Je n'ai jamais l'excuse de dire « mais je suis sur la route, c'est pour ça que je ne mange pas bien ». Je mange bien partout. Des fois, j'arrête au dépanneur et je trouve des choix corrects. Hein? Fait qu'on peut bien manger. Il suffit d'avoir la volonté. Les pâtes ont mauvaise presse et pourtant, on peut manger des pâtes. Il y a des pâtes de quinoa maintenant super intéressantes, des pâtes de blé entier. C'est juste qu'on a tendance à prendre des trop grosses portions. Notre portion de pâtes, c'est souvent 3 tasses. Ça devrait être 1 à 2 tasses. Mon truc, mettez des légumes, du rapini, des brocolis. On sait qu'il faut manger plus de légumes, des épinards, de la ratatouille. Hein? Prenez une petite portion de pâtes et mettez dedans, vos protéines. Et mettez des légumes, full légumes. Ça vous fait une grosse assiette. Hein? On aime ça au Québec, des grosses assiettes. C'est parfait. Mangez tout, mais vous allez manger essentiellement des légumes. Fait que ça, c'est parfait. J'ai découvert des pâtes de légumineuses récemment, des pâtes de lentilles. Ingrédients, lentilles, point. Super intéressant. Ça va chercher 14 grammes de protéines dans notre portion. Et là, on mange des pâtes, pas besoin d'ajouter des protéines, parce que si je prends un yogourt grec, j'ai mon apport de 20 grammes en protéines que je veux. Fait que ces pâtes de lentilles, c'est super intéressant. Il y a Gogo Quinoa qui fait ça, entre autres. Puis ça peut être chouette. Donc, l'assiette en bas, la même grosseur d'assiette. En haut, spaghetti bolognaise, traditionnelle. En bas, j'ai juste une tasse de pâte, j'ai mis une boîte de thon. J'ai mis du basilic, des petites tomates. Je m'ajoute une soupe Nesron. J'épargne quand même des calories, j'ai un plus grand volume, mais c'est pas mal plus santé. Le beurre et le pain, c'est ce qu'on peut prendre avec le plat. Oh, pas sûr ça. Hey, non, je ne conseillerais pas ça. D'ailleurs, prenez pas de pain au resto, hein, ils vous apportent le pain. Puis, honnêtement, si vous ne voulez pas le manger, puis que le service est un peu lent, c'est sûr que vous allez le manger. Hein, vous finissez toujours par le manger. Fait que vous pouvez dire non, pas de pain. Mais bonne remarque. Fait qu'ici, le souper, la moitié de l'assiette en légumes. J'ai mis 3 couleurs. Et même si j'ai du blanc, c'est correct. Parce que le blanc, on dit qu'il n'y a pas de couleur. Mais le blanc, le poireau, l'ail, l'oignon, il y a des composantes antifongiques, antibactériennes. Il y a des bonnes composantes dans le blanc aussi. Fait que de toutes les couleurs, incluant le blanc, j'aurais pu changer les biscottes pour mettre quelque chose de plus santé, comme quoi? Des bonnes biscottes. Les Melba? Oui, c'est correct. Oui. Revita, Kavli, Waza, c'est pas mal le top. C'est du seigle. Belle liste d'ingrédients. C'est pas tout le monde qui aime le goût. Sinon, Triscuit. J'aime beaucoup Triscuit parce que liste d'ingrédients, blé entier, point. Les variétés aromatisées, un peu moins, mais on a des Triscuits faibles en sodium. Quand on voit le mot faible en sodium, c'est 140 mg de sodium et moins. Fait que c'est très intéressant, les Triscuits. Voilà. Puis j'ai 100 g de viande. Hey, votre paume de main, c'est la bonne portion. On a tendance à manger trop de viande et on devrait mieux répartir les protéines dans la journée. Puis le soir, on n'a pas besoin de 6 onces de viande, honnêtement, là. Entre 75 g et 120 g maximum de viande le soir.
Puis ça, c'est vraiment, c'est notre paume de main. C'est vraiment notre paume de main. Regardez si je les mets côte à côte. Puis en plus, j'ai même rajouté le chausson. Fait que je suis à 1710. Hein? Il y a une bonne différence. Et en plus, quand je prends le repas plus léger, je dors tellement mieux. Si vous prenez un gros repas le soir, ça va affecter votre sommeil parce que l'énergie, elle est dans la digestion. Et si ça affecte votre sommeil, déjà, ceux qui sont en traitement, vous êtes plus fatigués, c'est important de récupérer la nuit. Vraiment, vraiment important. Un petit truc qui fait toute la différence. L'assiette ici, 200 g de viande. J'ai une tasse de riz, une demi-tasse de légumes. Là, vous sortez d'ici, vous doublez vos légumes, diminuez le féculent de moitié, diminuez votre viande de moitié. J'épargne 177 calories, ça a l'air de rien, mais sur un an, si vous faites ce troc tous les jours, vous perdez 5 livres, 10 livres, 15 livres? 18 livres. 18 livres en faisant le troc dans votre assiette chaque soir. Hein? C'est facile. La plupart des gens veulent perdre 20 livres. Bien, faites-le en un an, faites-le lentement. En faisant un troc dans votre assiette, vous doublez vos légumes. Ça ne paraît pas, c'est très simple. Vous doublez vos légumes et vous perdez 20 livres dans l'année. J'aime l'approche de manger souvent. Manger moins au repas, mais plus souvent. Hein? Puis c'est ce qu'on va voir aussi, surtout quand l'appétit est affecté. Donc, on ne mange pas trop. Ça va faciliter la digestion, ça va diminuer les ballonnements. 3 repas, 3 collations. Mais qu'est-ce qu'on mange en collation? En collation, idéalement, on va combiner des glucides avec des protéines. Les glucides vont nous fournir de l'énergie rapidement. Les glucides, ça vient d'où? Bien, les fruits, les légumes, les craquelins de grains entiers. Les protéines vont ralentir la vitesse d'absorption des glucides, de sorte que la glycémie est plus stable, on a plus d'énergie. Donc, si vous avez, idéalement, on mange aux 3 heures. Hein? Fait que vous déjeunez à 7 heures, à 10 heures, vous prenez une collation. Votre collation, une pomme, vous avez faim à 10h30. Une pomme et une poignée d'amandes. Ah, super! Bien là, avec les noix, vous êtes supporté jusqu'à 12h30, 1h. Ça fait toute la différence. Et la bonne portion pour les noix, c'est une poignée, les doigts fermés. J'aime beaucoup la noix du Brésil qui apporte beaucoup de sélénium. Une noix par jour comble les besoins en sélénium pour la journée. Le sélénium, c'est un minéral qui est anticancérigène, pas en supplément, mais dans les aliments. Vous allez voir le message aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qu'on va parler qui ont des propriétés anticancérigènes, des aliments riches en bêta-carotène, en vitamine C, mais en vitamine E. Quand on les prend en supplément, la relation est inverse. Un antioxydant devient un pro-oxydant quand on en consomme trop. Fait qu'on revient à consommer de façon, dans les aliments, c'est excellent, mais évitez les suppléments, même les suppléments de thé vert. Tu sais, on est mieux d'avoir des aliments parce que dans les aliments, il n'y a pas juste l'antioxydant, il y a une synergie de composantes qui font en sorte que c'est bénéfique pour l'organisme. Si vous prenez une multivitamine, ça, j'ai pas de problème, c'est des microdoses. Souvent, si vous êtes en traitement, que vous mangez peu, on va conseiller une multivitamine de vitamines et de minéraux qui vont compenser pour le fait que si vous avez des nausées, si vous ne vous sentez pas bien, ça va compenser un peu pour des manques dans votre alimentation. Mais allez surtout pas chercher de suppléments de vitamine E, sélénium et bêta-carotène qui augmentent le risque. Fait que des idées de collation, glucides, protéines, fruits avec boisson de soya, par exemple. Ça peut être un fruit avec du cottage, ça peut être des légumes avec du humus, ça peut être des légumes avec du fromage, un fromage faible en gras, parce qu'on sait que les produits laitiers trop riches en gras peuvent augmenter le risque de cancer aussi. Les noix, les graines, super. Tous les jours, des noix, des graines. Les graines de citrouille, les graines de tournesol, des amandes qui ont beaucoup de calcium, du calcium qui n'est pas dans le produit laitier, on va le chercher dans l'amande, c'est super intéressant. Des noix d'acajou, les pistaches, toutes les noix sont vraiment, vraiment bonnes pour la santé, honnêtement. Voilà, les collations. Pour atteindre son poids, il y en a qui me disent tout le temps, j'ai toujours faim, comment je vais faire pour me restreindre? Misez sur les nutriments qui freinent l'appétit. Lesquels? C'est quoi les nutriments qui vont couper l'appétit? Les protéines et les fibres. Quand vous achetez un aliment qui a plus de protéines et de fibres, vous avez moins faim. Fait que ça peut être un bon truc.
Misez sur les aliments de faible densité énergétique. Ça veut dire des aliments qui ont peu de calories par gramme. Essentiellement, des légumes. Jamais vous pouvez manger trop de légumes. Hein? C'est excellent. Les légumes, c'est vraiment, vraiment excellent. Les fibres, on en a parlé, les fibres solubles, la graine de lin, le psyllium, le son d'avoine, maîtrise la glycémie, la peau des pommes, la pectine. C'est excellent. Plus la glycémie est stable, plus on a d'énergie. Si vous manquez d'énergie parce que vous êtes en traitement, le fait d'avoir des fibres solubles vont vous aider à avoir plus d'énergie. Si vous réveillez la nuit aussi, il y a des fois des petites hypoglycémies nocturnes qui font en sorte qu'on se réveille toujours à 3 heures du matin. Bien, j'ajoute une collation le soir, du yogourt grec avec de la graine de chia, par exemple, stabilise la glycémie et il n'y a plus de réveil nocturne. Ça peut être d'autres causes, mais c'est une des causes. Dans les autres sources de protéines, la graine de chanvre, que j'aime beaucoup aussi, la protéine de petit lait, la protéine de soya, la protéine de riz brun, la farine de grillon. Connaissez-vous ça? Oui, c'est la grosse tendance, les grillons, les sauterelles. On commence à en cultiver aussi au Québec. Leblanc a sorti une farine de grillon, 14 grammes de protéines pour 2 cuillères à soupe, à mettre dans des smoothies. Honnêtement, ça ne goûte pas grand-chose. Mais la bébite comme telle, j'avoue que c'est pas si bon que ça. Si vous m'avez écouté à Mario Dumont il y a 3 semaines, il mangeait goulûment des sauterelles, des grillons. J'avais apporté toutes les bébites, en tout cas. C'est spécial. Mais il y a beaucoup de protéines. C'est pour ça que je vous en parle. La poudre de grillon, c'est une autre source de protéines. C'est écolo, puis ça peut être intéressant si vous n'êtes pas frileux, mettons. Les produits laitiers. Les produits laitiers. En prévention générale, calcium, vitamine D, on a des protéines, on a des composantes, acide linoléique conjugué, un type de gras, des sphingolipides, de la lactoferrine. On a des composantes dans les produits laitiers qui, globalement, sont intéressantes pour la prévention du cancer, du côlon surtout, essentiellement le cancer du côlon. Hein. Dans nos études épidémiologiques populationnelles, les gens qui consomment plus de produits laitiers ont moins de cancer du côlon. Le hic, c'est qu'on a eu quelques études qui ont montré que les grands consommateurs de lait et autres produits laitiers qui consommaient plus de 1500 mg de calcium par jour avaient un risque plus élevé de cancer de la prostate. Et là, on est comme dans toute chose. Hein. Un peu, c'est bien. Trop, c'est pas mieux. Fait que si vous prenez 1 litre de lait par jour, c'est peut-être trop. Là, ce qu'on ne sait pas dans les études, est-ce que c'est parce que vous prenez 1 litre de lait avec une rangée de biscuits Oreo? Sur le biscuit, sur le lait, on ne sait pas trop. C'est ça, les études. On essaie de contrôler pour des facteurs confondants, qu'on dit. Mais moi, je dis tout le temps, un verre de lait, c'est bien. Ensuite, c'est de la variété. Du yogourt, un peu de fromage, mais peut-être pas 4 verres de lait. Hein. Si vous êtes ici parce que vous avez été touché par un cancer de la prostate, vous venez d'avoir un diagnostic, un verre de lait, c'est suffisant. Dans le prochain guide alimentaire canadien, on a pu consulter l'industrie alimentaire, c'est-à-dire on n'a pas demandé aux producteurs laitiers et autres groupes leur avis. Donc, je pense que le guide va s'inspirer du guide brésilien et du guide L'assiette santé de Harvard. Et ce que dit Walter Willett, qui est mon mentor, qui est épidémiologiste, c'est vraiment 1 verre de lait par jour, peut-être 2, pas plus. Fait qu'on devrait tourner autour de ça. Par contre, la boisson de soya, j'aime beaucoup, beaucoup la boisson de soya. Dans les facteurs de risque, OK, l'alcool, il y a un article la semaine passée de Richard Béliveau super intéressant. Dans l'alcool, on a des bonnes composantes. On sait que l'alcool augmente le HDL, le bon cholestérol. Fait qu'on a toujours dit, les cardiologues, les femmes, prenez combien de verres de vin par semaine? D'alcool? 7 verres, 7 à 9. Les hommes, 14, 2 verres par jour, bien répartis dans la semaine, non cumulatifs la fin de semaine. Hein? Ça, c'est les recommandations en cardiologie. Là, on se rend compte depuis 2 ans dans les études que c'est comme une courbe en U. Un peu, ça protège, mais dès qu'on dépasse le 2-3, ça augmente toutes sortes de cancers. Pharynx, bouche, œsophage, prostate. On a des liens avec plusieurs types de cancers avec l'alcool. Et là, on se dit, bon, on va y aller avec la modération. Cancer du sein surtout, en fait. J'ai dit prostate, mais ça se peut-tu, je me trompe? C'est sein. Je vais vous les nommer tantôt.
Je pense que c'est ça, sain absolument. La femme qui consomme plus de 2 verres par jour a un risque plus élevé de cancer du sein. Comme c'est le cancer le plus fréquent, mais on va dire maximum 1 verre par jour. Hein? C'est vraiment un peu, c'est bien, trop, non. Et ce qu'on se dit, c'est que dans le vin rouge, on a du resveratrol qui, lui, protège contre le cancer. Et le message à retenir, c'est que si vous prenez de l'alcool, allez de façon préférentielle vers le vin rouge parce que ça va annuler l'effet toxique de l'alcool. Ça ne veut pas dire que prendre une bouteille par jour. Ça veut dire que c'est mieux de prendre du vin rouge à cause du resveratrol. Et très concentré en antioxydants. Et le verre de vin, là, la portion, c'est quoi un verre de vin, une portion normale, recommandée? 4 onces? C'est ça. C'est en fait 150 ml, 5 onces, OK? C'est ça un verre de vin. Si vous avez des grosses coupes de Bordeaux, hey, mesurez-le une fois, là, c'est un petit verre. Vraiment, c'est un petit fond. Si vous avez des petites coupes Inao, c'est un verre plein. Mesurez une fois votre coupe de vin. Mais c'est pas compliqué. Une bouteille de vin, c'est 5 verres. Hein? Fait que c'est 5 verres, idéalement 1 verre par jour. Si vous ne buvez pas, commencez pas nécessairement à boire. Vous ne buvez pas le lundi, c'est bien correct. Mais c'est ça la recommandation, de bien étaler durant la semaine. Surpoids, obésité, bien là, surpoids, obésité, on l'a vu en lien, je pense que je reviens sur chacun des points. Attendez, je vais juste aller voir. Oui, je reviens ici. Je vais y aller tout de suite dans mes points. Donc, au niveau de l'alcool, bien, on sait que la plupart des Québécois boivent et boivent au-delà de la consommation suggérée aussi. Et les cancers qui sont reliés à l'alcool, je vous les nomme: côlon, sein, bouche, larynx, pharynx, œsophage, foie. Et je m'excuse, la prostate n'est pas là-dedans. Fait que ça, c'est les cancers qui sont reliés à une consommation d'alcool de plus que 2 verres par jour selon les études. Dans l'alcool, c'est l'éthanol qui est problématique. On parle du vin, mais toute forme d'alcool, les spiritueux, la bière est problématique aussi quand on en consomme trop. Surpoids, bien, il y a 1 Québécois sur 2 qui est en surpoids. Fait que c'est beaucoup. Surpoids ou carrément obèse. 15 qui sont carrément obèses, un IMC de plus de 30. Et évidemment, ça, c'est relié à toutes sortes de cancers: côlon, foie, œsophage, sein, vésicule biliaire. Pas ma mère, elle pesait 100 livres. Et le pancréas. Hein? Fait que ces cancers-là sont reliés à l'obésité. Viande rouge, on en parlait tantôt. Viande rouge et charcuterie, vraiment, on devrait diminuer sa consommation de viande rouge. Il y a des études qui disent 500 grammes par semaine. Moi, je trouve ça beaucoup trop. J'y vais vraiment vers plus modéré. Idéalement, 3 portions de 85 grammes maximum par semaine. Même moi, je suis encore plus sévère. Je vais dire, devenez flexitarien. Savez-vous, c'est quoi flexitarien? Flexitarien, c'est le végétarisme à temps partiel. Hein? Parce que ça veut dire, ça c'est moi. Fait que ça veut dire manger essentiellement des végétaux et de la viande de temps en temps. La viande est comme secondaire au reste de votre alimentation. Des petites portions. Prenez des viandes de qualité, idéalement sans antibiotiques, sans hormones de croissance. Bio, super. Hein? On achète une viande, oui, c'est plus cher, mais vous en prenez la moitié. Fait que c'est parfait. Et évitez de carboniser la viande. Ça, c'est cancérigène. La viande brûlée sur le barbecue. Ça aussi, c'est cancérigène et relié à plusieurs types de cancers. Les charcuteries aussi, pour chaque 50 grammes de charcuterie par jour, on augmente le risque de cancer de 18 %. Fait que 2 fois plus cancérigène que la viande rouge. Donc, qu'est-ce qu'on inclut dans la charcuterie? Bien, on inclut toutes les viandes froides, mais bon, le salami, le ballonné, les saucisses, beaucoup les pepperoni, ouais, c'est pas l'idéal. Quand vous mangez de la pizza, prenez une pizza végé ou une pizza maison sur un bon pita de blé entier avec du fromage allégé, full légumes, des crevettes, pourquoi pas. Hein? Bon, on a parlé tout à l'heure, je suis allée trop vite, des nitrates, des nitrites, la friture, le barbecue quand c'est trop cuit. Et là, on pense que le fer aurait un rôle à jouer aussi, avec le fait que ça soit cancérigène. Fait que là, on disait manger de la viande rouge pour avoir du fer, vaincre l'anémie, puis finalement, on est rendu que le fer est cancérigène. C'est pas clair encore les données là-dessus, mais il y a un rôle avec le fer et le fait que ça soit cancérigène. On avait dit de faire cuire bien sa viande aussi.
Oui, bien c'est ça. La viande hachée, c'est important. Sinon, il y a du E. coli. Et si vous êtes en traitement, votre système immunitaire est plus faible. Fait que la viande hachée, pas cuite, on ne veut pas ça. Ça, c'est clair. Effectivement, c'est l'entre-deux. Pas trop cuit, mais quand même. C'est ça. Surtout pour la viande hachée, il faut bien la cuire. Hein? C'est ça. C'est un très bon point. Fait que comme je vous dis, maximum 3 portions de 85 grammes par semaine. 2, c'est encore mieux. Et qu'est-ce qui est inclus dans la viande rouge? Du bœuf, du porc, de l'agneau. Hein, le porc, des fois, il y en a qui le mettent en viande blanche. Le canard aussi, on le met là-dedans. Fait qu'essentiellement, on ne mange pas ça, on mange quoi? On mange de la dinde, on mange du poulet, on mange full poisson, fruits de mer. Poisson, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Commencez par des poissons doux, du tilapia, du mahi-mahi, du flétan, des poissons blancs qui sont moins corsés en goût. Des fois, c'est plus facile de l'intégrer quand c'est moins corsé. Si vous tombez dans le saumon, truite, c'est sûr que c'est plus intense en goût. Le sel est relié au cancer de l'estomac. C'est pour ça que les pays asiatiques ont plus d'incidence de cancer de l'estomac. On consomme 3400 mg de sodium par jour. On devrait en consommer 2300. On en prend trop. Et le sel, il vient d'où? Bien, il vient des aliments transformés. 77 du sodium consommé vient des aliments transformés. Fait que c'est pas la salière, c'est pas quand vous cuisinez, c'est vraiment les soupes du commerce, les sauces, du sel, il y en a partout, hein. Il y a des céréales sucrées qui ont plein de sel, les viennoiseries. Lisez votre tableau d'information nutritionnelle et le sel, c'est clairement indiqué. Et vous visez des produits faibles en sodium ou en bas de, idéalement, 5 de sodium et moins. Là, je vous disais que les suppléments augmentent le risque. Fait que c'est surtout bêta-carotène, vitamine E et sélénium. Dans toutes les études, on a vraiment un lien positif. Donc, l'antioxydant devient un pro-oxydant. Fait qu'évitez ça. Dans les aliments, par contre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune étude qui a démontré que le sélénium dans les noix, dans les fruits de mer avait un lien avec le cancer, même c'est protecteur. Ah, oui, c'est là qu'il y avait une faute. Il manque un R. Je pense que j'ai oublié de ta nommer celle-là. Peut-on prévenir le cancer de la prostate? Bon, on y va avec la prévention spécifique du cancer de la prostate maintenant. Produits laitiers, on a parlé du calcium, pas dépasser 1500 mg par jour. Une alimentation qui est trop riche en gras, surtout les gras saturés, qu'on trouve dans le beurre, qu'on trouve dans la crème, qu'on trouve dans les viandes grasses. Il y a un lien aussi. Fait qu'on essaie d'adopter une alimentation plus faible en gras, 20-25 des calories sous forme de gras, et des bons gras, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, les noix, les graines, et diminuer sa consommation de gras saturés, surtout les graisses animales. Viande rouge et transformée, on en a parlé aussi, surtout le bœuf et le porc, puis la température élevée, je l'ai parlé. Qu'est-ce qui protège? Le lycopène. Le lycopène, j'ai peut-être 70 d'études qui disent que c'est super positif, 70 et 30 qui disent l'effet est neutre. Mais jamais l'effet est négatif. Fait que je me dis, bon, si 70 des études démontrent une corrélation bénéfique avec le cancer de la prostate, on va le conseiller. Fait que du lycopène, c'est un pigment rouge qu'on trouve dans la tomate, surtout quand la tomate elle est cuite. Et quand on ajoute une source de matière grasse, de l'huile d'olive ou autre, ça va maximiser l'absorption du lycopène. Très intéressant. Aimez-vous ça, les tomates, sauce tomate? Hey, les pâtes, là, c'est de la sauce tomate, pas de la sauce Alfredo ou carbonara. Là. Allez-y, tomates, hein? Même les pizzas. Il y a même des études chez les Italiens, ceux qui consomment plus de pizza, moins de cancer de prostate. Mais pas de pepperoni, n'oubliez pas. Hein? Fait que c'est. Puis le lycopène, outre la tomate, on trouve ça dans le pamplemousse rose. Pamplemousse, attention, si vous prenez certains médicaments, antidépresseurs, hypertension, ça va entraver l'absorption du médicament. Fait que parlez-en à votre pharmacien. Lycopène dans le poivron rouge, hein, c'est un pigment rouge. Fait que des aliments rouges, on trouve du lycopène. Bon, ça, je vous l'ai dit, avec une matière grasse. Le melon d'eau aussi, on a pas mal de lycopène. Sélénium, je vous en ai parlé, dans les aliments, un lien protecteur
pour le cancer aussi. On a pas mal d'études qui sont bénéfiques. Encore une fois, j'ai à peu près un 20 d'études qui n'ont pas d'effet, mais rien de négatif. Les poissons, fruits de mer, poulet, dinde, autre bonne raison de manger tous ces bons aliments-là qui apportent des protéines et qui ne sont pas de la viande rouge. Hein? Fait que légumineuses, les œufs, les graines, mais surtout la noix du Brésil. Ah, soya, j'adore. On parlait, Marie-Christine parlait des Japonais. Hein? Je ne sais pas si vous êtes allé au Japon, mais du soya, il y en a à peu près partout. Du tofu mou, du tofu ferme, des fèves edamame, du tempeh qui est du soya fermenté, qui est excellent aussi. Assez corsé en goût. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé le tempeh. Il faut le faire mariner. C'est un goût très prononcé. Dans le soya, on a ce qu'on appelle des phytoestrogènes, hein, qui se comportent comme des estrogènes. En fait, qui ont un rôle hormonal et anti-hormonal. Hein. Fait qu'ils ont les deux rôles. Et les femmes, entre autres, qui consomment du soya, surtout avant le développement des glandes mammaires, surtout qu'on s'expose au soya très jeune, beaucoup moins de cancer du sein. Les hommes, moins de cancer de la prostate. Donc, on conseille vraiment de mettre plus de soya dans son menu. Même les femmes qui ont eu un cancer du sein, longtemps on a dit « Ah, pas de soya si tu prends du tamoxifène ». Le discours a changé parce que dans nos nouvelles études, on s'est rendu compte que les femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui consommaient plus de soya réduisaient le risque de récidive de 25 à 50 %. Fait que le soya, c'est très bénéfique. Remplacez votre viande par du soya, intégrer du soya. Dans les isoflavones, qui est un type de phytoestrogène, le plus marqué, c'est la génicine, qui est très, très bénéfique. Encore une fois, pas de supplément. On y va toujours avec les aliments. Les oméga-3, il n'y a pas de lien direct. Il y a une tendance prometteuse vers la prévention du cancer. C'est moins direct que le soya, c'est moins direct que le lycopène dans les études, mais quand même, les oméga-3, donc le poisson, c'est anti-inflammatoire, il y a un lien contre la dépression aussi. On sait qu'il y a de l'anxiété qui est reliée des fois à l'annonce du diagnostic et tout ça, durant les traitements, ça peut diminuer l'anxiété. Ça ne traite pas une dépression sévère, oubliez ça, mais il y a des études très prometteuses pour les dépressions légères. L'irritabilité, hein, on parlait de traitement hormonal tout à l'heure, ça vient avec l'irritabilité. Les oméga-3, très bénéfiques. Il y a une composante qu'on appelle l'EPA, l'acide eicosapentaenoïque, qui est en dose de 1 g par jour, va stabiliser l'humeur. Fait que ça peut être très chouette aussi. Sinon, du poisson 3 fois semaine en mettant l'accent sur les poissons gras. Le thon, le saumon, le maquereau. Varié, il y a des sortes qui sont plus contaminées au mercure. L'espadon, le thon, c'est plus contaminé au mercure, fait que c'est important de varier. Le thon blanc en conserve est plus contaminé au mercure que le thon pâle. Fait que le thon pâle, ça serait mieux dans votre cas. La graine de lin, la graine de chia, les noix de Grenoble apportent beaucoup d'oméga-3, mais dans une forme différente que les oméga-3 d'origine marine. Donc, rien ne vaut le poisson. Vous ne pouvez pas dire « je ne mange pas de poisson, je vais prendre la graine de lin », ça remplace. Ça ne remplace pas totalement pour l'effet bénéfique. C'est ça. Fait que quand on fait des études d'association, les populations qui mangent plus de poissons d'oméga-3 ont moins de cancer. Quand on fait des essais cliniques, le lien est moins clair. Ah, la vitamine D, j'adore. Prenez-vous un supplément? Oui, je conseille vraiment le supplément de vitamine D. Il y a un lien particulièrement avec les cancers de la prostate plus agressifs. Le supplément est recommandé par la Société canadienne du cancer. Il y a un lien de protecteur contre le cancer du côlon. 1000 UI par jour, c'est ce qu'on recommande en supplément parce que c'est très difficile d'aller chercher dans l'alimentation la vitamine D. Il y en a un peu dans le lait, mais là, il faut prendre 2 litres par jour, on ne veut pas ça. Il y en a un peu dans la margarine, un peu dans le poisson. Il y a un peu dans les champignons, très peu de sources alimentaires de vitamine D. On synthétise avec le soleil, mais là, on s'entend qu'au Québec, on n'est pas 30 minutes par jour au soleil. Si vous allez en Floride durant l'hiver, c'est différent. Vous exposez le visage et les mains 15 minutes par jour, on en synthétise. Sinon, prenez un supplément. Moi, je conseille vraiment même le supplément à l'année, 1000 UI par jour.
C'est pas toxique du tout à cette dose-là, ça vaut la peine. La vitamine E aussi, il y a quelques études qui semblent démontrer un effet. Donc, la vitamine E, on trouve ça où? On trouve ça dans les huiles, les légumineuses, les noix, les graines. C'est pas compliqué. Là, vous retenez des nutriments, mais vous êtes mieux de sortir d'ici, c'est plus facile. Plus de légumes, des noix, des graines tous les jours. Plus facile que de dire, ah, des sources de vitamine E, des sources de sélénium. Mangez des noix chaque jour, mangez des végétaux. Faites place au flexitaris, un peu de soya, un peu d'edamame, un peu de pois chiches. C'est plus facile de faire cette transition-là que de dire « Ah, ça me prend des sources de vitamine E, des sources de bêta-carotène ». Allez-y avec des conseils globaux qui sont plus faciles. On a la metformine, hein, c'est un médicament pour traiter le diabète. Puis on s'est rendu compte que les gens là-dessus, par rapport à d'autres types d'hypoglycémie, avaient un risque plus faible d'être atteints d'un cancer de la prostate. Augmenter le pronostic de survie aussi. C'est prometteur, c'est nouveau, c'est un lien, je vous en parle, parce que c'est assez récent dans la littérature. Et ça m'amène à des nouvelles études que j'ai lues aussi sur l'indice glycémique. On a des études qui ont montré qu'une alimentation qui est plus faible en glucides, surtout des glucides qui élèvent la glycémie rapidement, avait un rôle protecteur contre le cancer de la prostate aussi. Des glucides, on en mange trop, hein? Souvent des pâtes, du pain. On a tendance à avoir une alimentation qui est très glucidique. Et là, ce qu'on veut, c'est pas d'avoir une diète sans produits céréaliers. C'est de ne pas nécessairement prendre 3 tasses de pâtes. De réduire un peu les glucides, de réduire un peu les gras, de mettre des protéines végétales de l'avant. Ça serait un pattern alimentaire qui serait associé à la réduction du risque de cancer. Donc, comment on réduit le risque? Alimentation variée, je vous l'ai dit, faible en gras, 7 à 10 portions de fruits et légumes, peu de viande rouge, on mange du soya, on mange des aliments riches en lycopène, sélénium, vitamine D, vitamine E, oméga 3. Bref, du poisson, des noix, de la tomate, des sauces tomates, un supplément de vitamine D. On évite de trop prendre de calcium. Oui, un verre de lait ou 2, pas de supplément de calcium, et on maintient un poids santé. Durant le traitement, bien là, durant le traitement, c'est encore super important de bien manger parce qu'il y a de la fatigue qui s'installe. Il peut y avoir de la nausée, selon les traitements, il y a plusieurs effets secondaires qui sont rapportés. Il y a des besoins plus élevés en calories, en protéines, en vitamines, en minéraux. Il faut bien manger, puis on n'a pas toujours faim. Hein? C'est une phase qui est très, très clé pour favoriser le rétablissement. C'est important de bien manger. Les protéines, on en a parlé beaucoup. Vous n'avez pas faim, des fois, on a le dégoût de la viande. Hein? Fait qu'on peut aller chercher un supplément de soya, par exemple, une protéine de soya en poudre qu'on va intégrer dans un smoothie. Ça nous fait nos protéines. Ça ne goûte pas la viande. Hein? Il y a une petite période de dégoût de la viande. Ça peut être super intéressant d'aller chercher des petites protéines en supplément. Yogourt grec, fromage cottage, noix et graines, on en a parlé. S'il y a des vomissements, des diarrhées, on perd beaucoup de liquide, on perd des électrolytes. C'est important de boire beaucoup, beaucoup. Et un verre d'eau au lever, un verre d'eau avant chaque repas, de boire durant la journée. Jazzez votre eau. Mettez du citron, de la lime, des quartiers, pourquoi pas des fraises, des feuilles de menthe, des tranches de concombre. Aromatisez votre eau naturellement. Ça va faire en sorte que c'est plus agréable à boire. Si vous manquez de salive, de mettre de l'acidité dans l'eau, ça va vous aider aussi. De mettre du citron, de mettre de la lime. Si vous pouvez mettre un peu de jus, pas d'aromatiseur d'eau de type Mio, Nestea, parce qu'il y a du Splenda, des colorants, mais un petit fond de jus. Juste colorer votre eau. Puis donner un certain goût, ça peut aider aussi. Vous pouvez faire votre thé, on parlait de matcha, de thé vert. Faites du thé maison glacé avec du citron. Comme ça, on n'a pas de sucre. On peut mettre un petit peu de miel, mais pas trop. Ça peut être bien aussi. Melon d'eau, feuilles de menthe, pêche, romarin, gingembre. Si on a des nausées, très efficaces. Avec de la menthe, des bâtons de cannelle dans un thé noir, c'est super bon aussi. Ça peut être des tisanes avec de la cannelle, des clous de girofle. Tranche d'agrumes, je l'ai dit.
faut manger assez. Tantôt, on parlait de perte de poids, de vouloir perdre du poids, mais des fois, il y en a qui perdent du poids de façon involontaire, évidemment, avec les traitements. Et là, il faut comme booster les calories, mais on n'a pas faim. Qu'est-ce qu'on fait? Des smoothies, ça peut être des boissons comme Ensure Boost aussi. C'est sûr que moi, j'aime mieux le smoothie maison parce qu'on peut mettre vraiment des bons ingrédients dedans. Fraises, bananes, beurre d'arachide, boisson de soya, germes de blé, graines de chia. Les calories liquides, ça passe toujours mieux quand on n'a pas d'appétit. On prend ça bien froid, on le sirote tranquillement, puis on peut avoir 400 calories dans notre boisson. Fait que si on n'a pas d'appétit, ça peut être vraiment quelque chose de le fun. Dans les autres problèmes, fatigue, altération du goût de l'odorat, la bouche sèche, inflammation des muqueuses de la bouche, diarrhée, constipation, nausées, vomissements. Alors, au niveau de la radio, bien là, spécifiquement fatigue, diarrhée, troubles digestifs. L'hormonothérapie, prise de poids, perte de masse musculaire, ostéoporose. Il faut regarder ça, comment on fait protéger ses os. Il peut y avoir de l'anémie aussi. Le risque augmente de diabète, maladie cardiovasculaire. Donc là, bien, tous les conseils que j'ai donnés avant, c'est prévention cancer, mais honnêtement, c'est prévention maladie cardiovasculaire et c'est aussi l'approche pour la personne diabétique. Chimio, bien, fatigue, nausées, vomissements, diarrhée. Quand on perd du poids, bien, ça peut affaiblir notre système immunitaire. Puis on veut que notre système immunitaire soit fort, qu'il lutte contre la maladie. Hein? Fait que pour prévenir, il y a aussi, comme je vous parlais, des probiotiques, des prébiotiques qui vont aider à renforcer le système immunitaire, les antioxydants aussi. Quand on n'a pas faim, on mange un petit peu, mais souvent. Si vous n'avez pas faim à midi, forcez-vous pas, faites manger à 2 heures votre lunch. Mangez quand vous avez faim. Quand l'appétit est là, profitez-en. Mangez-là. Imposez-vous pas des heures quand vous n'avez pas d'appétit. Évitez de boire en mangeant, ça peut couper l'appétit. Et prenez peut-être un supplément, on en parlait. Puis le fait de faire votre marche quotidienne va vous aider à stimuler l'appétit. Pour le gain de poids, bien, ça, on en a parlé, de réduire le gras, les végétaux, la cuisson vapeur, les protéines maigres. La fatigue, hein? La fatigue, là, ça touche 75% des personnes qui suivent un traitement. L'hydratation, super important. Souvent, on est fatigué, on est tout simplement déshydraté. Si vous avez des migraines, vous êtes peut-être déshydraté aussi. Manger des petits repas plus souvent, ça fait moins jouer la glycémie, on conserve plus notre niveau d'énergie. Peut-être d'avoir des outils dans le garde-manger tout près. Moi, j'ai mes repas, je vous ai donné un pamphlet. Quand vous avez la fatigue, vous n'avez peut-être pas le goût de cuisiner. Surtout si vous vivez seul, d'avoir des repas, c'est tous des repas équilibrés qui sont tout prêts. Ça vous donne un bon coup de pouce parce que vous prenez le repas, il est équilibré, il n'y a pas d'additifs. C'est fait par Jérôme Ferrer, Cleanable. Bien, ça vous épargne de cuisiner, vous gardez votre énergie. Fait que ça peut être ça. Déléguer à votre famille les tâches aussi, ça peut vous donner un coup de pouce. Les smoothies, je vous en ai parlé, mettez des légumes dedans. Mettez du kale, mettez des épinards. C'est facile. Purée de citrouille, pourquoi pas? On s'en va chercher plein d'antioxydants de cette façon-là. Ça fait-tu 1h30 que je suis partie, là? Il reste à peu près 10 minutes. Ah, OK. Y est-tu 8h30? Il est presque 8h30. Ah! J'ai tellement de choses à vous dire. L'altération du goût, les aliments amers, hein, des fois, c'est difficile. L'amertume, le goût métallique. Par exemple, vous voulez manger du kale, c'est tellement amer, pas capable. Avec des pommes, un petit peu de jus de pomme dans la poêle, on va chercher le côté sucre, ça va enlever un petit peu l'amertume. Les aliments sucrés aussi, le goût métallique, là, les ustensiles, des fois, c'est difficile. Prenez des ustensiles en plastique, vous avez toujours un goût métallique dans la bouche. Les odeurs, des fois, vous n'êtes pas capable. Prenez des repas froids. Quand vous faites de la cuisson, ça sent partout dans la maison, ça lève le cœur. Donc, mangez des repas froids, des salades, ça peut vous donner un coup de pouce aussi. Et si vous mangez vraiment pas beaucoup, bien là, on va vraiment prendre un supplément de vitamines et minéraux. Pour la bouche sèche, bonne hygiène buccale, boire souvent, acidifier, le jus de citron, ça aide à produire de la salive. Il y a des médications, de la médication aussi pour produire de la salive, parlez-en à votre pharmacien. L'inflammation des muqueuses de la bouche aussi, là, on va éviter les aliments trop acides épicés qui vont irriter la muqueuse. Encore les aliments froids, des textures molles qui vont mieux passer.
ça peut être une cuisine adaptée aussi. Pour les nausées, vomissements, encore là, des petits repas, pas trop de gras, pas d'odeur, ça va donner un coup de pouce. Diarrhée, bien là, on va à l'inverse de mes conseils habituels. On enlève le lactose. Il pourrait avoir une intolérance au lactose temporaire. On prend des aliments qui ont peu de fibres. Là, c'est du riz blanc, c'est des aliments qui ont peu de fibres et résidus. Ça va alléger la diarrhée. Les bananes, le fromage, bien s'hydrater. Évidemment, on perd beaucoup de liquide, il faut refaire ses réserves. Hein? On peut faire une petite boisson de réhydratation maison. C'est un genre de pédialyte, si on veut, Gatorade maison. Donc, on prend c'est jus d'orange, eau et sel. Ça permet d'avoir du potassium dans le jus d'orange et dans le sel, le sodium. Fait qu'on refait ces électrolytes. C'est la même boisson pour les gens qui font des marathons, une activité physique de plus d'1 heure et demie. On a besoin d'électrolytes. Ça peut être un bon conseil. Constipation, bien là, c'est beaucoup de fibres, beaucoup d'eau. Les probiotiques, ça peut aider aussi. Les probiotiques vont accélérer le transit. Le yogourt Activia contient une souche de bifidobactéries lactis qui accélère le transit. Fait que 2 yogourts Activia par jour avec la graine de lin, je vous le dis, ça va alléger votre constipation qui peut découler du traitement. Les pruneaux aussi, qu'on a une composante dans le pruneau qui est plutôt laxative. Les suppléments, on a parlé, Boost and Sure, des fois, on arrive juste à prendre ça. Bien froid, ça peut être ça aussi, ça peut être un dépanneur. Durant le traitement, on continue à bouger. On continue à bouger le plus possible. Je vous l'ai dit, je vais revenir souvent là-dessus. Même les exercices de résistance musculaire peuvent améliorer le pronostic. Fait que oui, la marche, faites un petit peu de musculation. Ça va éviter la fonte musculaire et ça peut vous aider aussi. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'il y a une grande pro qui s'en vient vous donner ses conseils là-dessus en octobre prochain. Qui est-ce? Vous allez le savoir dans 5 minutes. Alors, très important, des petits trucs pour bouger. Comme je vous dis, la pro s'en vient. Après un cancer maintenant, en 5 minutes, je pense qu'il me reste 5 minutes si je veux des questions, bien, c'est un peu les mêmes conseils que je donnais au début. L'alimentation végétale, les nutriments clés, le lycopène, atteindre son poids santé, bouger. C'est un peu la même chose. On veut minimiser les risques de récidive. Bien, on intègre du soya, on intègre du lycopène, on intègre un petit peu de tout. Manger du poisson, le supplément de vitamine D, même l'été. Fait que, après, on minimise son risque de récidive comme ça. L'hormonothérapie, la prise de poids, la perte de masse musculaire, fait que l'entraînement en musculation, les protéines bien réparties dans la journée. Il y a un risque accru d'ostéoporose, donc là, il faut prendre sa vitamine D. Les protéines ont un lien aussi pour freiner l'ostéoporose. Là, on veut du calcium, mais pas trop. Hein? Fait que, tu sais, c'est vraiment rencontrer ses besoins, pas dépasser ses besoins en calcium. Réduire la caféine, l'alcool et le sel qui excrètent le calcium dans l'urine. Plus on a de café, à chaque tasse de café, on excrète du calcium. Fait que si on a un problème avec ses os, on va limiter la consommation de café à 2-3 par jour. Et le sel, même chose, ça favorise l'excrétion urinaire de calcium. À long terme, maintenir son poids santé, le tour de taille, je vous en ai parlé, avoir une alimentation riche en fibres, devenir végétarien, semi-végétarien ou flexitarien, éviter tout ce qui est produits céréaliers raffinés, on y va vers les grains entiers. Et évidemment, cesser de fumer, on l'a vu au début, c'est en lien aussi avec le cancer du poumon. Manger des aliments peu transformés, des aliments qu'on cuisine à la maison, qui ont une liste d'ingrédients très courte. Éviter la viande rouge, je reviens là-dessus, les charcuteries, hein, on revient un petit peu là-dessus, choisir des viandes maigres, les sources de protéines végétales, les bons gras comme l'huile d'olive, l'huile de caméline, l'huile de lin, sont des bons gras avec lesquels on peut cuisiner aussi. Donc, ici, en résumé, l'objectif, c'est diminuer les comportements problématiques, l'alcool en excès, on l'a vu, la viande rouge, les charcuteries, le sel, les suppléments alimentaires isolés, et mettez de l'avant les comportements verts, les facteurs qui réduisent le risque, les fruits et légumes, les fibres alimentaires, bon, l'allaitement pour le cancer du sein, l'activité physique. Alors, questions juste à temps. Vos questions. Oui? Vous aviez parlé de
Ah oui, bonne idée. On ne devrait pas dépasser 25 à 50 grammes de sucre par jour. Et puis si on fait un exercice, comme moi, je marche 25 km par jour. Ah! Je cours 5 km. Ah, ben là, non. Vous, c'est un cas. Vous autres, vous avez besoin d'une alimentation très riche en glucides parce que vous êtes un grand sportif, vous avez besoin de glycogène dans votre foie, dans vos muscles. 60 de vos calories devraient venir des glucides. Vous êtes un grand sportif. On veut des glucides lents, on veut des fruits. Ce qu'on ne veut pas, c'est du sucre ajouté blanc. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Le 25 à 50 grammes, ce n'est pas des glucides, c'est des sucres ajoutés. Est-ce que... Oui. Je vais juste... pour la période de questions, Oui. vous allez lever votre main. Je vais aller vous porter le micro parce qu'on est en web diffusion. Ah oui, c'est vrai. Les gens qui sont sur Internet ne vous entendent pas. Ils entendent Isabelle, mais ils ne vous entendent pas. Donc, vous levez votre main. La deuxième chose, c'est qu'on va alterner. Une question dans la salle, une question que j'ai des gens qui sont en web diffusion. Alors, juste pour compléter, est-ce que tu avais répondu à sa question au complet? Je pense que oui. 25 à 50 grammes de sucre ajouté, incluant le jus de fruits. Donc, ça veut dire qu'une demi-tasse de jus de fruits, c'est 15 grammes de sucre. Et un yogourt aux fruits, c'est souvent 10 grammes de sucre. Maintenant, il y a des yogourts moins sucrés. Triple Zéro Oikos, 25 moins de sucre. Et Riviera, 40 moins de sucre. Et sinon, ben, l'OMS, c'est ça, 50 grammes. Le 25 grammes est pas mal inaccessible parce que du sucre, il y en a partout. 50 grammes, je pense que c'est un bon compromis. C'est à peu près 200 calories sous forme de sucre. Chaque gramme de sucre apporte 4 calories. 4 calories au gramme. Fait que 200 calories sous forme de sucre sur une diète de 2000 calories. On va prendre une question ici sur le web. Alors, j'ai appris qu'il était préférable de ne pas consommer d'antioxydants avant et pendant les traitements de chimio. Qu'est-ce qui empêche de meilleurs résultats? Pas de suppléments, mais manger des fruits puis des légumes, ça, non. Ça, j'ai pas vu d'études qui ont dit pas manger de fruits et de légumes riches en antioxydants avant un traitement ou après. Ça, j'ai pas de données là-dessus, mais je ne conseillerais pas de minimiser sa consommation. Mais Béliveau répondrait plus que moi là-dedans. Encore une fois, moi, je suis une généraliste. Je ne suis pas spécialisée dans le cancer. J'ai lu énormément d'études. Je vous fais un résumé ce soir, mais je ne traite pas les clients. Fait que si vous avez des... Richard Béliveau ne fait que ça. Fait que je vous invite aussi, si c'est très spécifique cancer, je veux pas prendre la responsabilité de dire quelque chose puis d'avoir tort. T'sais. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement faire un article blog qu'on va poster sur notre site web qui va résumer l'ensemble de ces questions-là qui sont très spécifiques. Dans la salle, est-ce qu'il y a une question? Bonjour, j'aime les pommes. Y a-t-il un problème avec le cancer? Les pommes, sont-ils correctes? Très bon. La pomme, par contre, c'est un des fruits qui a le plus de pesticides. La semaine passée, on a eu la publication des 20 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. On avait les fraises, on avait la pomme. Et ce qu'il faut faire, c'est bien la laver. Combien de fois on prend une pomme, puis on croque dedans, puis on l'a à peine essuyée? Comme je disais, les pesticides, c'est beaucoup chez les cultivateurs qui a un lien avec le cancer. Mais il y a des végétaux qui ont 5, 6, 7 types de résidus de pesticides. Est-ce qu'on mange bio? Oui, il y a un avantage de manger bio, mais quand on analyse les végétaux bio, ils ont quand même des résidus de pesticides parce que les pesticides sont aéroportés, puis il y a le champ du voisin qui ont des pesticides, puis on s'en retrouve sur notre légumes aux fruits bio aussi. Il y a plus d'avantages de manger une abondance de fruits et de légumes que les risques potentiels associés aux résidus de pesticides. Par contre, il faut tellement varier parce qu'on mange toujours les mêmes fruits, les mêmes légumes, on s'expose toujours aux mêmes résidus de pesticides. Il faut bien laver, brosser ces fruits et légumes toujours. Et là, c'est le dilemme. La pomme, j'enlève la peau, j'ai moins de pesticides. Il y en a une partie qui rentre dans la chair, mais j'ai plus mes fibres solubles, j'ai moins de vitamines. Fait que c'est toujours le gros dilemme. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre la liste, c'est le Environmental Working Group qui
publie ça chaque année, la liste des fruits et légumes les plus contaminés, puis on dit, ceux-là, je vais y prendre bio. Puis le reste, je vais y prendre régulier. Hein? Ça peut être un beau compromis. Mais la pomme, c'est un beau fruit pour ses fibres, notamment. Ça répond justement à une autre question Ah. qu'on avait ici. Voilà. On va retomber dans le cancer. On va parler plutôt ici de régime. Quel est le rôle du glucose dans le développement et la progression du cancer? On en a parlé. Est-ce que l'on doit privilégier une diète low carb ou cétogène? Ah oui, ça, c'est dur de répondre parce que c'est des études très préliminaires, entre autres une recherche qui a démontré que, bon, un régime à 20 des calories sous forme de glucides au lieu du 50-60 qu'on prend actuellement, il y avait moins de risque de cancer de la prostate. Est-ce que c'est lié l'indice glycémique? Est-ce que c'est lié? C'est très préliminaire. On n'ose pas faire des recommandations de santé publique. Le cétogène, pour l'instant, qui est un régime où on a 5 de ces calories sous forme de glucides seulement, on consomme essentiellement du gras, des matières grasses, beaucoup de beurre, beaucoup. Puis on a vu que les gras n'étaient pas recommandés, du moins les mauvais gras. Le régime cétogène semble avoir des bénéfices, surtout pour les fonctions cognitives. À date, on a des résultats prometteurs, pour l'épilepsie, pour l'Alzheimer surtout. C'est des pistes très prometteuses. De là à dire qu'on peut recommander cette approche-là, c'est trop tôt. Je comprends que si on a un cancer, on cherche des solutions rapidement. Moi, j'irais davantage, au lieu d'aller vers le cétogène, j'irais davantage vers un petit peu moins de glucides. Comme on a tendance à en consommer trop des glucides, de réduire un peu les glucides, de manger plus de légumes, de végétaux, sans tomber dans le céto ou dans le low carb. À suivre de près. Le lait d'amande, vous n'en avez pas parlé. Oui. J'aime beaucoup le lait d'amande, mais il y a juste 2 grammes de protéines pour une tasse. Ce qui fait que, comme on veut booster ces protéines, c'est pas tant un substitut pour les protéines. Mais par contre, il est enrichi en vitamine D pour la plupart. Il y a peu de calories. C'est une belle boisson alternative. On peut alterner avec le soda. Oui. Oui, le goût est très bon. La boisson d'amande, ça plaît beaucoup. Ça peut être chouette, enrichi en calcium, vitamine D, mais peu de protéines. Merci. Que pensez-vous du jeûne intermittent pour l'atteinte du poids santé? Ah, ça aussi, c'est intéressant. Le jeûne intermittent, ça veut dire, il y a plusieurs formes au jeûne intermittent. Il y en a qui ne mangent pas ou presque pas pendant 2 jours, ils mangent normalement 5 jours. Il y en a qui jeûnent du matin jusqu'au repas de 6 heures, ils ont un seul repas par jour. Ça prend plusieurs formes. On a des essais préliminaires qui ont démontré que si on a un diabète, ça peut être intéressant pour mieux réguler sa glycémie. Encore une fois, il faut être prudent parce que si on fait un jeûne, on a des cas en clinique qui après développent des compulsions alimentaires. Le corps a besoin de carbs après, comme des rages incontrôlables. Et le jeûne intermittent semble efficace à court terme. Quand on regarde les études sur 12 mois, c'est le même effet que les autres approches de perte de poids qu'on propose qui sont plus équilibrées. Fait qu'à long terme, ça donne la même affaire. À court terme, un petit peu plus d'impact favorable sur la gestion de la glycémie notamment. Autre question? Oui. Oui, bon, toujours intéressant de vous entendre. Le thé vert, il est riche en antioxydants. Oui. Le prendre à la fin du repas, est-ce qu'on retire les bienfaits? Le thé vert va entraver l'absorption du fer dans le repas. Fait que si on a tendance à faire de l'anémie, si on consomme peu de viande parce que bon, on a développé parce que à cause du goût de la viande, on est mieux de prendre le thé vert entre les repas parce que les catéchines vont être plus absorbées puis le fer du repas aussi. Alors, j'en ai 2 ici. Y a-t-il un maximum 2 par semaine que nous ne devons pas dépasser? Question 1. Et la deuxième, c'est, je croyais que le canard était une bonne viande due à son bon gras, oméga 3. Bref, est-ce à conseiller ou à déconseiller? Parfait. Pour les œufs, la plupart des gens peuvent manger un œuf par jour sans voir leur taux de cholestérol grimper. On a beaucoup accusé le cholestérol dans les années 80, puis aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus les gras saturés et trans qui font grimper le cholestérol. Un œuf par jour, à moins d'avoir une hypercholestérolémie familiale,
il n'y a pas de problème. Sinon, des blancs d'œufs à volonté. Hein? Il y en a maintenant liquides, on peut faire une omelette, il n'y a pas de matière grasse, c'est excellent. Mais dans le jaune d'œuf, on a de la lutéine, des composantes qui sont bonnes pour la santé des yeux aussi, cataracte, dégénérescence maculaire. Fait que les œufs, j'adore. Le canard est gras, mais c'est du bon gras. C'est un petit peu le gras qu'on trouve dans l'huile d'olive. C'est pour ça qu'il y a un doute sur la viande de canard, mais ça reste une viande qui est plutôt grasse. Donc, elle fait partie, dans la catégorisation des viandes, ça fait partie des viandes rouges. Mais c'est vrai que son profil de gras est mieux que le bœuf. Autre question? Ah oui. Faut m'attendre. Beurre ou margarine? Ah, l'éternelle question, ça fait 30 ans qu'on me pose ça. Margarine non hydrogénée si vous avez un cholestérol élevé, Nuvelle, Bessel et compagnie. Ça va moins faire monter le taux de cholestérol que le beurre. Par contre, moi, j'aime la liste d'ingrédients quand même du beurre. On a moins de choses que dans la margarine. On a plus de gras saturé. Le beurre est meilleur au goût, hein, on ne se le cache pas. Moi, honnêtement, chez nous, je n'ai ni beurre ni margarine. Je n'ai que de l'huile d'olive. D'à peu près tous les pays qui en font, incluant l'Australie, la France, un peu partout. C'est sûr que dans une recette, souvent, il faut adapter quand on met de l'huile d'olive si on cuisine des desserts. Mais moi, je dirais beurre ou margarine, bien, idéalement, aucun des deux. Dans les gras, vous parlez de diminuer le gras. Moi, c'est Diminuer le gras, oui. On va, tu sais, nos vinaigrettes, moi, je cuisine juste à l'huile. Le beurre, mettez pas de beurre puis du beurre d'arachide par-dessus, là. Fait que, bien, j'achète du beurre quand je reçois parce que je trouve ça meilleur. Alors, j'ai une question ici. Oui. Est-ce que les bières à 3 % et celles à 0,5 % sont aussi nocives que celles à 5 % et plus? Est-ce relié au pourcentage d'alcool ou au nombre de calories? C'est relié au pourcentage. C'est un bon point parce qu'une bière réduite en alcool, au lieu d'être 5,5 %, parce que quand on parle d'une consommation alcoolisée, là, la problématique, c'est l'éthanol. Une consommation, c'est 10 grammes d'éthanol, 10 grammes d'alcool. Fait que si on y va vers une bière légère, on peut en prendre plus pour atteindre la dose d'éthanol qui devient nocive. Fait que j'aime beaucoup les bières légères. C'est intéressant. Que pensez-vous des fruits séchés, dattes et figues, puisque la quantité de sucre est importante? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de sucre. Les dattes, c'est 2 dattes pour 3 carrés de sucre. Fait que ça monte très vite. Fait qu'il faut en prendre une petite quantité. C'est comme les céréales, muesli et compagnie. Le sucre, ça fait grimper la glycémie rapidement. Mais on a quand même un peu de fibres. On a quand même, c'est un concentré souvent de calcium. Dans les figues, on a du calcium. Tu sais, j'aime mieux ça qu'une cuillère de sucre, là, c'est clair. Et qu'on a des rages de sucre, tu sais, si on met des dattes dans son gruyot, j'aime mieux ça que mettre de la cassonade. Ou dans les recettes aussi. Ça permet de sucrer, de donner un bon goût en ajoutant un petit peu de vitamines et minéraux. Mais ça reste sucré. Pourquoi le fromage et les bananes sont recommandés en période de diarrhée? Bien, les bananes, on a peu de fibres, le fromage aussi. C'est surtout ça, en fait. C'est que quand on a des diarrhées, on adopte une alimentation faible en fibres. Et la banane a l'avantage d'avoir du potassium. On perd des électrolytes. Fait que la banane, c'est une source de potassium super rapide. Fait que peu de fibres, beaucoup de potassium, on adore. C'est surtout pour ça. Souvent, on a une intolérance au lactose temporaire en diarrhée. Fait qu'on ne peut plus prendre de lait, plus prendre de yogourt régulier. Le fromage devient un aliment intéressant parce que le fromage, on a notre protéine, notre calcium et très, très peu de lactose. Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a une incidence au niveau des viandes sauvages, chevreuil, orignal, par rapport au bœuf. C'est moins gras. Oui, c'est beaucoup moins gras. Il y a moins de gras saturé, c'est mieux. Mais d'après les études que j'ai lues, on a quand même beaucoup de fer. OK. Et le fer semble problématique. Quoique j'ai lu une étude qui a démontré que qu'on avait suffisamment de vitamine D, ça contrebalançait l'effet négatif du fer dans la viande rouge. Merci.
Je prends des oméga 3 provenant d'algues. Est-ce aussi bon que les oméga 3 de poissons? J'adore les oméga 3 qui proviennent des algues, mais c'est moins concentré que les oméga 3 qui proviennent des poissons gras. On a un petit peu d'oméga 3, mais pas autant qu'un saumon, thon, truite, maquereau. Mais définitivement, c'est mieux que rien. Si vous n'aimez pas le poisson, vous êtes allergique, comme moi, je suis allergique au poisson. Fait que c'est un substitut qui est quand même pas si mal. On a aussi des oméga 3 de crevettes qui sont intéressantes en supplément. S'il y a une allergie au saumon. Y a-t-il une autre question? Oui, on en a 2 autres. OK. Pour l'alcool, bière et vin, c'est la même chose? Pour le quoi? L'alcool, la consommation d'alcool. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre la bière et le vin? Oui, il y a une différence entre le bière et le vin. Bien oui, le vin est beaucoup mieux. Parce que le vin rouge, surtout le cépage pinot noir, a plus de resveratrol, qui est une composante phytochimique qui diminue le risque de cancer. Fait que le vin rouge, c'est mieux. Absolument. Ah, le micro, Marie-Christine. Oui. Est-ce que prendre des vitamines du genre Kinergex, par exemple? Pour donner de l'énergie? Oui, est-ce que c'est quoi? C'est du ginseng? Oui, je pense que c'est ça, exactement. Oui, il y a des suppléments naturels. Dans les suppléments naturels, moi, je ne suis pas naturopathe, fait qu'on travaille avec les aliments, mais il y a des suppléments naturels qui sont intéressants. On a parlé du gingembre, le ginseng. Ben oui, on a des études que ça peut donner de l'énergie. Ça dépend si c'est du ginseng nord-américain ou asiatique. C'est ça qu'il faut regarder. Certains suppléments peuvent être intéressants. Certains. Lui, je ne le connais pas spécifiquement. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attention aux mégadoses. Hein? Quand vous prenez un supplément, il ne faut pas aller chercher des grosses doses d'antioxydants. C'est néfaste. Mais lui, je ne le connais pas. Il faudrait qu'on regarde la composition. Qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Ça dépend de la composition. Parce que si c'est du ginseng, à ma connaissance, il n'y a pas de problème, mais c'est des vitamines en grosse dose pour donner de l'énergie, qu'on sait que des mégadoses augmentent le risque de cancer. On va prendre une dernière question. Oui. Pour les poissons en conserve, est-ce que c'est préférable des poissons qui sont gardés dans l'huile d'olive? Dans l'eau. Dans l'eau ou... Dans l'eau, parce que l'huile d'olive qui est mise, c'est pas nécessairement l'huile de plus grande qualité. Hein? Fait que moi, je préfère dans l'eau. Là, vous avez un beau questionnaire ici. Faites comme mon ami Jacques, mettez des 5 partout. Excellent, 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 excellent. Super! Fait que, écoutez, si vous avez d'autres questions, je vais aller à ma table un petit peu. J'ai mes collations, mes livres, venez me voir. Sinon, ben merci, vous étiez super attentionnés. J'ai adoré ça. Merci au monde à la maison qui nous écoute. Attendez, ne partez pas tout de suite. Ah non, si vous voulez vous asseoir, juste une petite seconde. Merci Isabelle. C'était vraiment super intéressant. Alors, quelques points à retenir. La conférence va être disponible et la présentation aussi, qui est absolument superbe, vont être disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet au cours de la prochaine semaine. Alors, si jamais vous voulez revoir cette présentation-là ou une partie de la présentation, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les faire parvenir. Vous pouvez écrire, évidemment, à Isabelle aussi, à Kilo Solutions. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer vos questions. Puis à ce moment-là, je les acheminerai à Isabelle et puis on prendra le temps d'y répondre. C'est sûr qu'en dedans de 25 minutes, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Maintenant, il y a quelques dates à retenir. La première, c'est, je vous ai parlé de notre nouvelle initiative qui sont les webinaires. Chez Procure, on en a 2 par année. On va probablement augmenter ça à 4. On va sûrement revenir justement sur la nutrition dans une espèce de condensé avec des recettes qui va durer 1 heure de temps. C'est de midi à 13h et le premier va avoir lieu le 24 mai. C'est très simple. On s'inscrit, c'est en ligne. On le regarde via Internet.
Alors, et ça va être avec Dr. Marika Odette Lapointe. Elle est vraiment spécialisée c'est une neuropsychologue en oncologie et psychologue. Alors, on va adresser là, toute la notion là, d'anxiété et cancer. Alors ça s'en vient le 24. Vous allez pouvoir vous inscrire à compter dès demain. On fait le lancement. C'est notre premier qui s'en vient, alors on est vraiment contents. Deuxième événement, on va dévoiler maintenant qui sera la conférencière cet automne. C'est en complément, ça va de pair avec le thème de cette année. C'est pour ça qu'on est allé chercher Isabelle pour la nutrition. Et la deuxième, à Québec, ça va être avec José Lavigueur. Alors là, évidemment, vous êtes à Montréal, vous êtes présents. Si vous voulez faire un petit voyage à Québec, pas de problème. Ici aussi, on va pouvoir s'inscrire. Ça ne sera pas long. On va laisser passer le webinaire, puis après ça, on va vraiment faire la promotion de la conférence. Mais elle est disponible via Internet. Alors, comme les 130 personnes qui ont regardé, écouté, qui ont posé les questions, qui étaient justement en ligne, qui se joignent à vous, bien, c'est le même principe quand on est à Québec. C'est les gens de Québec qui se déplacent. Et puis, le reste de la population à travers la province se joint à nous en ligne. Le troisième événement, on a parlé beaucoup d'exercices, de bouger. Ça, c'est un événement, j'en ai glissé un mot. On va sûrement là, vous approcher, vous donner plus d'informations par courriel. La marche du courage, c'est une marche qui est absolument extraordinaire. On a toute l'équipe de l'Impact qui est là. On a toute la famille Saputo qui est présent. On a le Canadien de Montréal. On a les Alouettes qui sont là. On a des personnalités publiques. Et puis, c'est vraiment, là, c'est très festif. Puis, à ce moment-là, on peut choisir notre défi 3 km ou 5 km. On marche à notre rythme. Ça nous fait bouger. C'est suivi là, d'un lunch, de la bière, justement, à 5 % d'alcool ou 0,5 % d'alcool. Vous avez un T-shirt. C'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. C'est 30 $ pour les adultes. C'est 25 $ pour les personnes plus âgées. Vous avez un reçu d'impôt complet. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'on a un DJ, on a de la musique, on bouge. C'est vraiment, là, c'est très festif. Alors, ça s'en vient le 17 juin. Comme on le dit ici, on en est à notre 12e édition. Donc, si vous voulez toutes vous rencontrer à nouveau, puis parler justement de la conférence, puis d'Isabelle Huot, puis échanger sur vos nouveaux régimes, votre nouvelle diète, votre saine alimentation, vous allez pouvoir le faire à la marche du Courage Procure. La dernière des choses, ceux qui sont en ligne, vous avez un bouton sondage. Alors, vous avez juste à appuyer sur le bouton, puis ça va vous donner un accès direct au sondage en ligne. Puis évidemment, toutes vos réponses sont enregistrées, puis ça va être colligé. Puis ici, j'espère que vous avez tous pris le temps de remplir le sondage. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de se parfaire, puis de finalement répondre à vos besoins. Alors, voici, c'est la fin de la présentation. J'aimerais vous remercier infiniment. Merci de vous être déplacés. Merci Isabelle. Très apprécié.